Hello et bienvenue sur notre podcast Romantaisie et Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie et aujourd'hui, on va débriefer de l'intégralité de la saga Throne of Glass. Donc, ce qu'on va faire un petit peu, c'est vraiment donner notre avis sur chaque livre, l'ordre de lecture qu'on Qu'on recommande. conseille et si on se souvient d'éléments qui nous ont marqués dans chaque livre, on n'hésitera pas à le dire et je pense qu'il y aura surtout euh, quelques chapitres débriefs pour le dernier livre dès qu'on n'a pas réussi du coup à caler dans les deux épisodes que vous avez déjà vus précédemment. Et je mettrai l'affiche Oui. des 2 épisodes, l'une après l'autre, je pense. Quelque part et à vous de trouver où elle est. Et du coup, pour ce nouveau mois, donc on a une nouvelle boisson. Petite citronnade. Oui, citronnade, citron et gingembre. On se Ouh. redétoxe avant que l'été commence. Toi, tu me fais faire que des détox. Ouais, alors j'adore moi. J'adore tout ce qui est détox et tout, le citron, le gingembre, tu sais, les smoothies bizarres au céleri, tout ça. Oh non. À l'été, je me fais concombre, citron, gingembre. Ah, tu sais que j'ai une cruche Trop bon. où du coup, en été, je vais chercher les concombres du jardin, les citrons du jardin, la menthe du jardin. Et je me fais... Tu fais l'eau avec les tranches et ça. Ouais. Ah ouais, c'est trop bon. Je le fais aussi ça des fois. On fera ça pour les épisodes spéciaux du nouveau projet. J'aime trop. On trop tease fan. un peu. On tease un peu, on continue notre détox. En hiver, on va revenir avec le fat chocolat chaud. Ah ouais, ça va être bien ça. Ah ouais. Alors du coup... peut-être d'abord par notre ordre de lecture avant de dire chaque tome. Ouais. Nous, on a suivi l'ordre de sortie d'écriture de Sarah Gimas. Ouais, c'est ça. Donc, En en gros, de gros, publication. c'est ça. En gros, on a mis en tome 3 la lame de l'assassineuse, donc le préquel, Ouais. enfin qui du coup est le préquel. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu l'Empire des Tempêtes, pas du tout en doublon avec la Ouais. Tour de l'Aube. On les a lus l'un après l'autre. Non seulement parce qu'on savait que ça allait nous saouler de lire en parallèle. Ouais, déjà c'est compliqué si vous voulez le faire. Je pense qu'il faut vraiment de l'organisation. Parce que déjà, il faut tout annoter avant parce qu'il y a des personnes qui vous disent à quel chapitre changer. Mais du coup, dire qu'avant ta lecture, si tu l'as en T'es obligé papier, d'aller tu chercher dois tous les chapitres. mettre des petits post-it. Comme ça, tu sais qu'à chaque fois, tu dois changer. Et par exemple, sur la liseuse, c'est hyper compliqué parce que du coup, tu dois juste le faire de tête. Et te dire, attends, oula, là, je viens de terminer celui-là. Donc, Ouais. il faut que je change de livre. Donc, tu dois quitter, remettre. Bon, Non, mais ça demande vraiment de... clairement, vu que moi je lis sur la liseuse, je ne l'aurais pas fait. Ou ça veut dire que j'aurais dû avoir un livre sur liseuse, un livre papier, Ouais, et c'est trop franchement, flemme. Et puis, honnêtement, l'avoir fait comme ça, moi, je le conseille à tout le monde, toutes les personnes à qui je parle de Throne of Glass, vraiment, je leur dis, faites pas le tandem, c'est plus, je pense, chiant de le faire que ce que ça t'apporte, parce que en soi, moi, pas mal de reviews que j'ai vues de personnes qui ont fait le tandem, alors il y en a qui ont kiffé, hein, je pense que c'est propre à chacun, mais j'ai vu pas mal de personnes, du coup, qui n'ont pas aimé, qui ont senti les mêmes choses que nous. En fait, elles ont dit que du coup, elles avaient moins apprécié le tome de Cole parce qu'elles avaient trop hâte d'aller à l'Empire des Tempêtes. Sauf que nous, on n'a pas eu ça, vu qu'on a lu l'Empire des Tempêtes, pas de frustration parce qu'on a tout lu d'un coup. Et après, quand tu arrives sur le tome de Cole, il arrive de la manière dont il doit arriver. Enfin, ça se fait hyper naturellement que tu arrives finalement à ce tome-là et t'as pas de regret, vu que il est plus lent, tu vois, tu vas pas te dire ah il faut absolument que j'aille lire ça. Bah non, tu es dans le même tome et donc c'est fluide quoi, tu suis où ça t'emmène et t'as pas de déception par rapport à un autre livre qui est totalement différent. C'est rien à voir. Tu peux pas les comparer. Surtout comme ce qu'on avait dit dans l'épisode où on avait débrief la fin du tome La Tour de l'Aube. Ouais. Si on avait lu du coup en tandem, on se serait fait spoil la nature de Maeve trop tôt pour la fin de l'Empire des Tempêtes. C'est ça. Et en fait, on s'est dit, bah non, on a vraiment bien fait de le lire comme ça. Et on vous le conseille vraiment de le lire comme ça. Parce qu'au moins, vous n'allez pas vous faire spoil. Ça va être une vraie surprise de découvrir la nature de Maeve dans la Tour de l'Aube. C'est ça. Et puis, ça permet vraiment de donner crédit à chaque œuvre, tu vois, parce qu'elles sont hyper différentes. Donc, il ne faut pas les comparer entre elles. C'est incomparable. Donc, je trouve que ça apporte plus de valeur au travail de Sarah J. Maas sur ces deux tomes différents plutôt que de devoir les mettre ensemble alors qu'ils sont pas faits pour être mis ensemble. Et pareil du coup pour le préquel, du coup nous on a adoré de l'avoir lu en 3e parce que je pense que de commencer par ça, bon après pareil, il y a la team qui a kiffé commencer par lui, tu vois. Mais moi personnellement j'aurais pas aimé parce que tu commences avec une histoire qui est décousue parce que c'est que des petites histoires, c'est 4 novellas je crois que ça s'appelle. Du coup tu sais, t'es tout le temps coupé dans ton rythme, il se passe quelque chose, hop t'es coupé, tu redémarres une aventure, et t'apprends pas vraiment à connaître. Selena,
nous, on a appris à connaître dans le 1 et le 2, et du coup, ça apporte une vraie profondeur à son personnage. Alors que là, je pense que si tu commences par ça, t'as pas forcément d'accroche avec le personnage parce que tu la vois trop dans des situations, tu sais. Même plus que ça, je trouve, c'est que dans le 3, t'apprends plein de choses qui spoilent en quelque sorte le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 et le tome 1 et le tome 2, tu restes dans un certain suspense sur pourquoi elle a été envoyée en Ouais, il y a du Andové, mystère. etc. Qui est à Robin pour elle et tout. Ouais. Enfin, t'as toute une tension qui est faite autour de ça. Alors que je trouve que le tome 3, comme t'as quand même beaucoup de passages qui débunkent ce qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est comme si tu te spoilais les tomes et que du coup, t'avais pas cette surprise que tu peux ressentir quand tu lis le tome 3 en tome 3. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est agréable, c'est que quand tu lis le tome 1 et le 2 en premier, tu as plus de mystère, plus de choses où tu es un petit peu dans le flou, mais c'est hyper agréable en fait de pouvoir émettre tes propres théories, etc. Et du coup, après, le 3, il t'apporte les réponses à ce moment-là, le moment où tu en as le plus besoin. Ouais, je suis d'accord. Alors que du coup, si tu le lis en premier, quand tu lis le 1 et le 2, je pense que c'est un peu moins intéressant. Du coup, tu connais déjà tout, donc c'est peut-être un peu moins fun, tu vois. Et puis t'as pas la question que Cole il se pose ou même que Selena se pose de pourquoi elle a été envoyée à Endovier, Oui, parce que c'est Endovier, Endovier, je crois. Endovier. Et qui l'a envoyée, parce qu'au final c'est direct debunk dans le tome 3. C'est ça. Et donc c'est un peu en ça que je trouve que ça gâcherait ça gâcherait le tome 1 et le tome 2. Et moi, ce que j'avais vu sur les réseaux, c'est que tu as vu dans le tome 1 et 2, il y a certaines choses, par exemple Endovier, etc., où elle est pas vraiment prête à en parler. Et du coup, dans le tome 3, il y a certains aspects qui sont amenés, mais c'est bien de les avoir après, parce que du coup, comme elle n'est pas prête au départ mentalement, tu vois, à amener ça quand tu lis ces livres-là, je trouve que du coup, c'est bien que tu sois comme elle, au même niveau qu'elle, tu vois, que tu n'en saches pas plus que ce qu'elle veut nous dire. Donc on vous conseille de le faire comme ça, après faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que je trouve que suivre l'ordre de publication, au final, ça a été le mieux, je pense. Et ça a été trop agréable, du coup, comme lecture de saga. On passe au résumé ? Ouais. Alors, le tome 1. Tome 1 qui s'appelle... Ça, comment il s'appelle, celui-là ? Selena, l'assassineuse. Ah, super, ouais. Voilà. Simple et clair. Donc, on a fait des tout petits résumés. Comme ça, juste on pour ne vous remettre spoil le pas contexte à chaque fois. du tome 1. Donc, dans le tome 1, Selena Sardossien, assassineuse, emprisonnée, je vais dire assassin, pour les biens de notre cerveau. Parce qu'assassineuse... C'est vraiment moche. Selena Sardossien, assassin, emprisonnée, participe à une compétition pour devenir le champion du roi. Entre intrigue, magie interdite et meurtre mystérieux, elle survit aux épreuves et gagne sa liberté conditionnelle, tout en entrant au service d'un roi dangereux. Toi, t'en avais pensé quoi du coup de ce tome 1 ? C'est un de mes tomes préférés. Ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai que tu me l'avais dit, ça, je trouve ça fou, c'est trop bien. Alors qu'en plus, il est tout petit. Ouais, il est tout petit, mais je trouve que... Bon, mis à part le fait que peut-être que Sarah aurait pu plus détailler les épreuves, parce que c'est vrai que les premières épreuves ont été détaillées et après, c'est vite passé à la trappe. Donc, mis à part cette partie-là, je trouve que le contexte, il a été bien amené. La tension qu'il y a entre elle et Dorian et ensuite entre elle et Cole, ça a été bien amené aussi. Et la quête mystérieuse qu'il y a en parallèle de ce qui se passe dans le château, etc. Je trouve que toute l'histoire a été bien amenée et l'univers, il a été bien posé dans ce tome 1. Et tu vois, contrairement à ce qu'il y avait eu comme retour sur Cotard, comme quoi c'était long, c'était chiant le tome 1, etc. Moi, je trouve que le tome 1, pour le coup, tu rentres tout de suite dans le vif de l'action. Avec quand ils la sortent de Andovier. Tu as tout de suite la tension qui se passe entre Selena et le roi. Tu sais pas pourquoi, mais tu as tout de suite cette tension qui fait que tu as envie de savoir pourquoi. Ouais, je suis hyper d'accord. C'est vrai que le 1, c'est vrai que par rapport au Yaya Cotard, dès les premiers chapitres, il est assez rapide en termes de... Enfin, il est même très rapide en vrai ce livre en termes de rythme, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand il pense. En très peu de pages, je crois qu'il fait 350 pages, enfin il fait moins de 400. Petit, Donc il était vraiment petit, et pourtant, voilà, il y a toute l'histoire, elle sort de la prison, elle va faire les épreuves, toute l'histoire parallèle avec du coup Elena, avec le Kane, là, celui qui était chiant, là, qui faisait Kern. Ça, d'avoir mis deux noms similaires, j'ai pas trop compris. Mais puis après, voilà, le final, quand il y a le combat final entre eux, etc. Enfin, quand tu repenses, tu dis waouh, tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que
du coup, tu t'ennuies pas Non. dans ta lecture parce qu'il se passe vraiment à chaque chapitre tout le temps quelque chose. Et en plus, je trouve qu'il est vachement intriguant, tu as envie d'en savoir. Et elle pose un peu toutes les bases qu'on doit savoir en fait dans la suite, mais des fois, c'est assez subtil. Tu vois, par exemple, je crois que dans le 1, Perrington, on le voit, tu vois. Oui. Et t'as déjà on avait déjà des théories sur Perrington, il est bizarre. Est-ce qu'il va pas jouer une certaine importance plus tard, etc. Est-ce qu'il va pas jouer un double jeu? Ouais, elle pose vraiment toutes ces bases. Et des fois, il y en a que tu te rends compte qu'après, que du coup, c'était relié au 1. Il y a Et des c'est personnages que tu détestes dans le 1 et après tu te dis « Ah, oui, j'aurais pas dû le c'est détester. » ça, que tu apprends à connaître finalement autrement. Donc, je trouve que c'est vrai qu'il est hyper intéressant. Moi, le seul truc, effectivement, comme toi, qui est dommage, c'est qu'il manque de développement. Du coup, c'est vrai que je trouve que ce genre de livre avec des épreuves, je trouve ça vraiment trop bien et hyper épique. Et c'est vrai que là, elle est passée à côté de tout ça. Je sais pas trop pourquoi elle a fait ce choix-là. Mais c'est vrai que du coup, les épreuves, elles étaient décrites quoi. En une page. L'épreuve, elle était finie. C'était ah, on fait ça, c'est cette épreuve-là, ça s'est à peu près déroulé comme ça. Et là, c'est fini, je suis dans ma chambre. Et puis, je fais complètement autre chose, tu vois. Pour quelqu'un de hyper fantaisique, d'ailleurs, allez regarder l'épisode sur afantaisique, hyper Il fantaisique. est hyper intéressant. On débunk pas mal de choses et on vous explique pas mal de choses aussi. Ouais. Il y a un petit côté frustrant sur les épreuves, c'est-à-dire que tu peux pas imaginer les épreuves. Tu as juste les premières épreuves où tu imagines, genre quand elle monte le mur, qu'elle sauve. Je sais plus comment. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Elle sauve Nox. Et après, l'épreuve des poisons. Je crois que c'est les deux seules épreuves qui sont vraiment bien détaillées. Ouais. Et après, le reste, c'est très rapide. C'est très rapide et au final, c'est très frustrant parce que quand tu as une grosse imagination, en fait, tu veux avoir chaque épreuve de ce qui se passe, le détail qui est éliminé, qui n'est pas éliminé, etc., etc. Et du coup, je trouve qu'effectivement, sur cette partie, elle est passée très, très vite. Ouais. Tu vois, moi aussi, du coup, je trouve ça dommage. Autant, quand il y a trop de descriptions, qu'on en a parlé dans l'épisode précédent, ça peut être un peu lourd. C'est vrai que là, il n'y en avait tellement pas assez que même moi, même si j'arrive pas à imaginer, je trouvais qu'il me manquait quand même quelque chose parce que les épreuves, comme ça tient de ouf en haleine, tu vois. Après, tout livre, quand même, voilà, il te tient en haleine par son rythme. Mais du coup, c'est dommage qu'il il manque ce côté-là où tu sois, t'es le stress de l'épreuve, tu sais pas comment ça va se passer, tout ça. En fait, là, c'est décrit d'une manière où il se passe ça et puis t'as pas trop de stress, tu vois. Tu es juste, ah bon, ok, ça s'est bien passé. Puis, tu vois, il manque ce truc d'émotion, en fait, et du coup, comme c'est très peu décrit, on n'a même pas ce côté-là, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, je pense que comme c'était son premier livre, son tout premier livre, qu'elle a écrit à 16 ans et qui a été en maison d'édition, je pense que clairement il y a eu la maison d'édition qui n'a pas donné full liberté, tu vois, peut-être, qui a dit on commence petit, après une fois qu'ils ont eu confiance en elle, tu vois, je pense qu'elle a plus été bridée trop sur le nombre de pages, et je pense que c'est peut-être pour ça elle a dû faire un choix d'écrire une histoire qui est bien, qui pose tout le world building et qui est courte en termes de temps, quoi. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Après, pour quelqu'un de 16 ans qui écrit un livre comme ça... C'est fou. Parce que quand tu vois où ça arrive, et en plus je trouve que le livre 1 et 2 et 3, pour moi, ils sont différents du reste de la saga, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus jeune, je trouve, sur ces 3 livres-là, et un peu simpliste. Et je trouve que ça se diversifie vraiment à partir du 4. Oui et non, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que ça va avec l'évolution de Selena. Oui, ouais. En fait, c'est vrai qu'elle est très jeune aussi quand elle commence, Selena. Dans le tome 1, 2 et 3, elle a une certaine immaturité et certaine fougue du fait d'être juste dans son rôle d'assassin. Et ça m'aurait plus choqué, je pense, que l'écriture soit mature avec un personnage un peu fougueux et jeune, que là, l'inverse. Et justement, je trouve que, tu vois, le style d'écriture ne m'a absolument pas choqué, parce que je trouve que ça va très bien avec le développement des persos, où dans le tome 4, elle prend sa place en tant que reine. Et ça y est, elle assoit en gros sa domination en quelque sorte. Et derrière, tout commence. Alors que si on avait eu cette écriture beaucoup plus mature au début, sachant que vraiment elle était immature au possible, oui, c'est vrai qu'elle ça aurait été bizarre en termes d'écriture, je pense. Ouais, ça aurait peut-être dénoté avec le fait que tu es censé la suivre et que du coup, ça séparément peut-être ce qu'elle ressent dans sa tête. Mais c'est vrai que du coup, vu comme ça, je trouve que c'est pas mal. Mais tu vois, je me dis par exemple, il y en a plein qui abandonnent Throne of Glass en lisant les premiers livres. Et du coup, moi, à chaque fois, quand je le conseille aux personnes, tu vois, je dis, parce que je sais pas comment les personnes réagissent, tu vois, aux histoires. Il y en a qui ont besoin que ce soit très profond dès le début. Et du coup, à chaque fois, je leur dis, vraiment, il faut tirer. Il faut que. Enfin, tu peux te faire ton avis que si tu as lu le 4 pour moi, parce que c'est là que vraiment
l'histoire démarre, etc. Et que tu te rends compte que bah, voilà, c'est plus profond que les premiers livres. Donc à chaque fois, je dis, si t'aimes pas, tire. Ils font pas beaucoup de pages, c'est des livres de 300-400 pages, tu les lis rapidement, tu vois. Et après, bah, tu peux te faire vraiment ton avis. Il y en avait une, c'était Le Monde d'une Geek, si je me trompe pas, sur Instagram, où on parle assez souvent. Et du coup, elle me fait encore des débriefs du coup, sur Throne of Glass en ce moment. Et au départ, je sais plus, il y a un livre qu'elle avait pas trop aimé et je lui avais dit, tire. Et le 4, elle a adoré, tu vois. Bah tiens, du coup, vas-y, tome 2. Je sais même plus ce qui se passe dans le tome 2. Bah, c'est la mort de Némia. Alors, tome 2, du coup, c'est la couronne de minuit. Donc, elle a réussi donc, le championnat, donc elle est championne du roi. Celaena joue un double jeu en épargnant ses cibles. C'est vrai, la mort de Néhémia la brise et déclenche sa vengeance. Elle découvre sa véritable identité, Eline Galatinius, héritière de Téracène, et quitte Adalan pour assumer son destin. C'est vrai ça. Si on devait juste parler des personnages dans le 1 et le 2, qu'est-ce que toi tu pensais de Dorian, Cole et Néhémia et... Parce que du coup, au départ, on a très peu de personnages. On en a 4. On a Celaena, Dorian, Cole et Néhémia qui sont vraiment le petit noyau. T'en pensais quoi, toi, au tout début? En faisant abstraction de là, ce qu'on sait maintenant. Vraiment, essayer de te remettre dans la peau de quand tu avais lu juste le 1 et le 2. Parce que ça change de fou après, tu sais, nos ressentis sur chaque personnage. Ouais. Alors, l'image que Dorian renvoyait, c'était un prince complètement... Alors, c'est quoi le terme? Alors, il n'était pas imbu de lui-même, mais il était complètement dans son monde, à pas du tout se rendre compte de ce qui se passait. Il était déconnecté de la réalité. Ouais. Le profil type qui fait tout le temps la fête, qui va courir les jupons à droite à gauche et qui s'en fiche de ce qu'est la politique et justement qui essaie de passer sous les radars de son père. Donc c'est vraiment le profil que j'avais de Dorian. Je suis d'accord. Et Cole, pour le coup, c'était le cliché absolu du général de la garde royale, très coincé, ou pas un cheveu qui dépasse. Oui, hyper propre sur lui. Hyper propre sur lui. Attention, Celaena qui est le bouscule et lui qui essaye de réagir mais sans trop réagir, toujours dans la retenue. Donc c'était un peu l'image qu'il renvoyait. Néhémia, je me suis pas trop accrochée à ce personnage. En fait, j'avais l'impression que c'était un peu un personnage pour une sorte de guide. Mais qui allait pas rester longtemps. Mais du coup, tu l'as vraiment cerné parce que c'était clairement ça. Néhémia, c'est clairement un guide dans la vie de Celaena et Eline. Mais dès le début, et après, le fait qu'elle lui cachait des choses aussi, c'est vrai que ça amène un peu à confusion, tu sais pas où ça allait. Après, moi, j'ai kiffé le personnage de Celaena. J'adore les personnages féminins comme ça, où elles en ont dès le début et elles se laissent pas marcher sur les pieds. Ouais, et puis en plus, elle a une vraie évolution vraiment de dingue, je trouve, Celaena. Parce que c'est vrai qu'elle passe de quelqu'un de assez immature au tout début, et puis à la fin, c'est plus du tout la même personne. Et tu te dis, la transformation est quand même folle, tu vois, alors que je crois que ça se passe sur 1 an et demi sur Throne of Glass en termes d'âge, je crois, parce qu'elle... Je sais plus quel âge elle a au tout début, mais je crois qu'elle termine, elle a même pas 20 ans, tu vois. Je crois qu'elle a 16 ou 17 ans, 16 ou 17 ans au début. Ouais, ça c'est très, tu vois, condensé et elle a une énorme évolution. C'est vrai que en termes de personnage, du coup, moi au tout début, tu sais, quand il y avait genre le triangle amoureux, du coup Celaena, Dorian, Cole, moi j'étais team Cole parce que Dorian, je trouvais qu'il n'était pas du tout profond comme personnage. Sarah J. Maas, elle n'avait pas du tout creusé. Non pas que Cole, il était profond, mais il était plus creusé que Dorian. Et je sais pas comment dire, mais du coup, Cole paraissait un peu... Enfin, il paraissait mystérieux, alors que Dorian, il paraissait juste rien du tout. Tu vois, c'était le personnage un peu plat, il était là. Et j'aimais bien des fois ses réparties, comment il parlait. Moi, je trouvais qu'il a... sa manière de parler et de répondre, des fois, j'aime bien. Mais en termes de personnalité, tu vois, je me dis, bon, il manque quelque chose. Et... Je sais plus quel team j'étais, moi, au début. Je crois que j'étais team Cole aussi. Je crois que t'étais Cole aussi. Parce que je sais pas pourquoi, mais de la manière où il s'est écrit, en fait, Dorian, tu t'en fous au début. Et limite, tu le calcules pas trop, tu vois. Alors que Cole, je sais pas pourquoi, t'as envie d'apprendre à le connaître. Je pense que c'est aussi le fait que, tu vois, Dorian, c'est le roi. Donc, je sais pas, c'est... Et Cole, c'est juste le petit... mec de la guerre, tu vois, peut-être qu'on a juste envie de plus apprendre à connaître ce personnage plutôt que juste le roi qui a une image hyper... Enfin oui, le roi, le prince, futur roi, qui a une image plutôt, enfin peut-être plus lisse que Cole, enfin je sais pas. Et il fait, en fait, Dorian, il fait vraiment le cliché du prince qui boit, qui s'en sort fout de tout, et qui s'en fout de tout et qui veut choper des nanas. Après, tu comprends pourquoi il fait ça. Oui.
Mais tu vois, quand Selena elle l'a embrassé, j'étais déçue pour Cole. Oui, moi aussi, c'est ça. En fait, j'étais ah mince, non. Parce que bah, quand il avait plus, je sais pas, cette vulnérabilité, on va dire, un petit peu émotionnelle que du coup Dorian n'avait pas vraiment, vu que lui, tu te dis, bah, en fait, il s'en fout de tout, il va peut-être briser le cœur de Selena, alors que Cole, bah, il ferait pas ça, tu te dis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et pour bah, du coup, Nehemia, bah, pour revenir rapidement, moi je pensais vraiment que ça allait être. Enfin, vraiment, je pensais que jusqu'à la fin, tu vois, qu'elle aurait une énorme évolution et que vraiment, tu sais, ce serait un peu. Qu'elle serait tout le temps aux côtés de Selena, tu vois, tout au long de l'aventure, alors que pas du tout. Et du coup, bah, effectivement, elle sert juste de. Ah, par contre, elle a un énorme rôle dans l'évolution de Aileen, tu vois, parce que même si je suis vraiment pas d'accord avec le fait que comment elle est morte, une fois que ça a été bah, du coup expliqué dans le livre, je trouvais ça trop nul. Que du coup, ce soit un sacrifice. Bah là, j'étais juste. Bah en fait, ça me saoule. Et surtout que ça n'a pas eu l'effet escompté. Bah oui, parce qu'en fait, elle a brisé le personnage. Après, oui, ça lui a fait prendre des décisions, etc. Mais elle les aurait quand même prises. Pour moi, il y avait une autre manière de, juste par la discussion, elle aurait fini par réussir à ce que Aileen, elle puisse être la personne qu'elle est aujourd'hui. Ouais, après, moi, tu vois, je trouve que Nehemia, c'est vraiment ôté la vie, mais pour zéro raison. Parce que c'est trop nul. Quand elle est décédée, au final, Selena Selena s'est renfermée sur elle-même. Bah oui, c'est normal. Il n'y a pas eu le déclic. Oui, mais il n'y a pas eu le déclic que Nehemia attendait. Ouais, enfin, ça a été fait plus tard. Ben, moi, je trouve pas. Je trouve que le déclic, c'est Rohan qui l'a créé. Ouais, en la secouant, en la bougeant, en la mettant face à ses responsabilités. Oui, je trouve que le décès de Nehemia a absolument rien apporté à l'histoire et à l'évolution de Selena. Vu que c'est Rohan qui s'en est occupé. Ouais, non, c'est vrai. Vu qu'elle est tombée dans l'alcool, à se bourrer la tronche toute la journée, à dormir sur les toits. Enfin, vraiment, pour moi, ça n'a absolument rien apporté. C'est vrai. Ouais, non, mais moi, j'étais tellement triste quand j'ai appris que c'était... Ah, elle est juste morte pour se sacrifier, pour faire réagir... Enfin, tu vois, au départ, c'est une chose que ça n'a pas marché. Un personnage que j'adorais, voilà, par tout ce qu'elle pouvait apporter à Selena à l'époque. Quand elle est morte, bah, du coup, j'étais super triste parce que je me dis, bah non, bah, Selena, elle perd sa seule amie bah, en femme, tu vois, parce que bah, je trouve que c'est trop important d'avoir des amitiés girls to girls. Donc j'étais tellement heureuse de ce que Nehemia pouvait lui apporter. Et quand elle est morte, du coup, j'étais trop triste. Et après, quand j'ai appris vraiment pourquoi elle était morte, quand ça a été debunk, et ben j'ai une genre de rancœur de me dire ah non, bah, tu vois, là, je suis pas d'accord. C'est nul. Genre, enfin, en gros, j'ai perdu ce que j'aimais bien à propos de Nehemia, tu vois. Je me dis, bah, elle n'est pas aussi bête que de s'être sacrifiée comme ça. Même si elle était sous l'influence d'Elena, à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de faire ça? Après, on a vu que Elena n'était pas très fut non plus. Non, ouais. Du coup, ouais. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que tu en avais pensé du tome 2? Tu avais bien aimé ou pas? Enfin, c'est pas sans plus, mais... Par rapport au 1, il était moins bien? Ça a juste fait avancer l'histoire. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Moi, je sais pas lequel j'avais préféré entre les deux. Après, je trouve qu'ils sont quand même à chaque fois à peu près tous meilleurs les uns que les autres à partir d'un moment, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que le 2, je pense qu'en fait, c'est la continuité vraiment du 1. Ils auraient pu être mis ensemble. Ça aurait pas choqué, je pense. Ouais, c'est ça. Ils ont été scindés, je pense, pour des raisons de droit, de maison d'édition, etc. Mais sinon, ouais, il était hyper bien. Et juste, j'avais oublié, mais tu sais, au tout début, c'est vrai qu'elle gagne le championnat. Et que, tu sais, elle fait semblant de tuer tout le monde. Oui. Ça, c'était vraiment... c'est assez gavé sur ça. Parce que vraiment, c'est fou de faire ça parce qu'on était quand même sous les ordres d'un roi. Et, t'as pas d'entente avec lui, donc tu sais qu'il pourrait y avoir des énormes répercussions s'il saurait. Et elle est quand même, pour sa morale, tu vois, je vais pas juste tuer parce qu'il me dit de tuer ces personnes alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Oui, surtout qu'on apprend pourquoi il a tué ces personnes. Mais, moi, ce qui m'avait... C'est pour ça que je crois que j'aime pas forcément le tome... Enfin, c'est pas que j'aime pas le tome 2, mais je l'aime moins que le tome 1. C'est que c'est là où Cole, il a commencé à partir en live. Oui. À accuser Selena de tuer. Alors que... C'est vrai que c'est là qu'on commence à... Il est venu justement la chercher pour qu'elle devienne ça. En fait, c'était soit elle devient ça, soit elle décède. À un moment donné, tu veux quoi? Ouais. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là où vraiment, moi, le personnage de Cole, j'ai plus pu me le voir. Oui. Où j'ai trouvé très égoïste dans sa manière de penser, où il voyait que son petit nombril à lui.
Et absolument pas, il se mettait absolument pas à la place de Selena. Et quand elle s'est dévoilée à la fin du tome 2, sa réaction, elle a été tellement déceptive, mais au possible. C'est quoi déjà sa réaction? Tu sais, quand ils ont tué, ils avaient ouvert la faille. Ah oui, c'était ça la fin du 2. Ah oui. Et du coup, elle s'est transformée Il pour l'a pouvoir regardé tuer le avec monstre. dégoût et tout. Ouais. Enfin... Et après, bah, c'est à la fin du tome 2 où elle part Oui. chez les fées. Oui. Enfin, chez les failles. C'est vrai, j'avais oublié. Oui, non, c'est vrai que sa réaction, elle Mais était... sa réaction, elle était nulle. Et c'est Ouais. vraiment le tome 2 où on a... Enfin, le perso de Ouais. Cole, il Bah, a... il se dégrade hyper rapidement. Parce Ouais. qu'en plus, c'est vrai que j'avais oublié, mais le tome 2, c'est tout aussi le début de l'histoire vraiment d'amour entre elle et Cole. Cole. Il y a des déclarations. Et la première fois. C'est ça, la première fois. Il y a des gestes affectueux. Enfin, ils se racontent plein de choses. Ils passent des soirées entières à discuter, nani, nana. Et après, donc on monte. Et d'un seul coup, bah, il y a tout qui se casse. Et t'es là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La mort de Néhémia. Ouais, la mort de Néhémia, et ça a été catastrophique pour ces deux personnages. C'est vrai que là, ouais, tu commences à dire, bon, ce personnage-là, il y a quelque chose qui va pas. Ouais, mais c'est pour ça que le 2, je suis moins fan. Mm. Je suis vraiment moins fan. Ouais. Tome 3 Ouais. Allez, tome 3, c'est... Du coup, c'est le ouais. préquel. C'est la lame de... Je vais le dire que pour cette fois-ci. L'assassineuse. En gros, dans ce tome 3, parce que du coup, là, le résumé il est vraiment fait sur une mission, mais c'est plein de petites nouvelles qui Il y en a sont... 4, je crois. J'en ai 3 en tête, mais sûrement 4. Rolf, les assassins muets. Quand elle part, effectivement, voir Irène, et... oui, non, 4, t'as raison. Ok, cool. Donc, du coup, c'est 4 petites nouvelles sur le passé de Selena. On découvre, du coup, qui elle s'est mis à dos, quelles alliances elle a plus ou moins créées, quelles personnes elle a aidées aussi. Et la mort de Sam. Et la mort de Sam. Et sa relation aussi avec Sam. Et le pourquoi du comment elle a été envoyée à Endovier. Oui. C'est là où on apprend plein de choses, qui l'a envoyé et pour quelle raison débile on l'a envoyé. La pire des choses. Et en gros, là, ce qui est écrit, c'est ce tome 3, il montre comment elle devient l'assassineuse redoutée. Ouais. Parce qu'au final, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé ce tome. C'est dans ce tome où vraiment on commence à avoir peur d'elle et on comprend tous ses talents, qui elle a été avant d'être envoyée en Endovier. Et surtout, qui l'a brisé et ce qui l'a brisé avant le tome 1. C'est vrai que ce tome, tu vois, moi quand je le lisais, je l'ai trouvé sympa à lire. Mais c'est tout, tu vois. Je le trouvais sympa à lire, il m'a fait ressentir des émotions, etc. C'est juste que c'est vrai que le truc de plein de petites nouvelles, c'est assez compliqué. Je trouve qu'à chaque fois, tu dois reboot et te remettre dans une nouvelle histoire. Et j'ai vu en gros le génie du livre que au fur et à mesure que tu avances dans les tomes et que tu revois les personnages, là tu dis oh, ok, il sert à ça en fait, cet tome. Il sert à nous présenter plein de personnages et qu'en fait, ça sert à te dire que tout ce qui s'est passé, tout est destin et tout va finir par se ressouder. Elle est allée voir Rolf, tout ce qui s'est passé, c'est pas pour rien, ça amène à ce qui s'est passé dans le futur. Elle a rencontré Irène, c'était le destin et le destin bien fait les choses. Finalement, tu vois, ça a servi à quelque chose. Enfin, c'est ça que j'ai trop aimé. En fait, j'ai vu vraiment le génie du livre et je me suis dit, ok, il est trop cool. Mais tu vois, sur le coup, je me disais, ok, il est sympa. On passe vite à autre chose. J'étais contente quand je l'avais terminé que je passais au tome 4, tu vois. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je trouve que c'est pas complètement déconstruit parce que quand même, toutes les mini-histoires, elles ont une suite chronologique. Quand même, heureusement. À Rolf, avec le bazar qu'elle avait foutu, elle s'est pris une déculottée par Robin, ce qui l'a envoyé rencontrer Irène. Ensuite, elle est partie chez les assassins du désert. Et ensuite, elle est revenue auprès de Sam. En fait, il y a eu quand même tout un cheminement logique. Oui. Et moi, ce que j'ai aimé sur ce tome-là, c'est qu'on voit le début et l'avancée de l'histoire d'amour entre elle et Sam. Ça, c'est cool. Et en fait, c'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord. Il y a quand même une suite et une logique entre chaque livre, mais c'est comme si on ne te racontait pas le trajet, quoi, en quelque sorte. En fait, moi, quand je dis ça, c'est juste, tu vois, en termes de rythme. Un livre, tu vois, ça commence doucement et ça va s'intensifier. Et là, du coup, chaque histoire commence doucement et s'intensifie. Donc, tu fais ça quand tu lis le livre. Oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste ça qui me perturbait, moi, pendant ma lecture, c'est que à chaque fois, tu dois, même si ça suit l'ordre, tu dois quand même te remettre dans une certaine émotion et puis pour, hop, on recasse
et on remonte progressivement, tu vois. Mm. C'est juste ça. Mais après, c'est vrai que du coup, il se suivait. Et en termes de chronologie, il était très bien fait quand même. Tu vois. Moi, j'ai kiffé. Vraiment, pour moi, c'est... Moi, je pense que c'est mon... Non, c'est pas mon livre préféré. Mais tu le classes quand même. Bon, je pense qu'on fera un classement si on y arrive après des livres. Moi, j'ai déjà mon classement en tête. Moi, je l'ai pas. Il va falloir que je le crée sur mesure, je pense. Je le ferai à la fin, comme ça, mes débriefs vont m'aider, je pense, à mettre en place ce que je ressens sur le livre. Tome 4 ? Ouais, tome 4. Alors, c'est L'héritière du feu. Ouais. Eileen part à Wenlin pour maîtriser ses pouvoirs et affronter ses traumatismes. En parallèle, Dorian découvre sa magie et Manon entre en scène. Oui, c'est vrai. Ah, mon personnage préféré. Eileen accepte enfin qui elle est et choisit de se battre. Tom... Voilà, moi, pour moi, ça a commencé... Strand of Glass a commencé vraiment à partir de là. Non pas que tout ce qui s'est passé servait à rien, tu vois. Mais là, je me suis dit... Là, j'ai eu un effet waouh. J'ai eu l'effet... Mon premier effet waouh, c'était dans ce livre-là. Je me suis dit, ok, le world building, il est tellement plus grand que ce qu'on pense. C'est tellement plus complexe que ce qu'on pensait. Et en plus, on apprend à connaître encore d'autres personnages, encore d'autres points de vue. Et je trouve que celui-là, il est très bien fait parce que, on va dire qu'on avait des personnages pas basiques au début, mais quand tu vois Rowan et Manon, on est quand même sur des personnalités très fortes. Tu vois, Rowan, on est sur un fée qui a, je sais plus, il a plus de 500 ans, je crois. Non, il a lui. 300 ans. Ah non, 300 ans, bon voilà, bon, il pèse quand même dans le game de la vie, de l'histoire de la vie, où il a vécu des choses, etc. Et tu vois, psychologiquement parlant, il est quand même assez intéressant. Et pareil, après, on a Manon, une très forte personnalité. Je trouve un personnage dont on n'a pas l'habitude de voir, enfin d'avoir le point de vue dans les livres. Généralement, c'est plutôt un personnage que tu vas voir de loin. Oui, c'est vrai. Et là, on est dans la tête de quand tu démarres avec Manon. Elle est flippante, quoi. Elle arrive, je crois que son premier chapitre, elle est en train de tuer quelqu'un. Oui, elle tue quelqu'un parce qu'elle est traquée. Et elle dit clairement que, clairement, elle s'en fout et qu'elle a aucune émotion envers ça et que même ça l'amuse, tu vois. Et que elle, voilà, c'est trop fun qu'elle tue des gens, qu'elle traite des humains. Et du coup, on apprend, je trouve, à connaître des personnages qui sont hyper intéressants dans le terme de la tête, tu vois, leurs actions, comment ils pensent, et après leur évolution par la suite. Donc moi, c'était vraiment le premier Strand of Glass. Je me suis dit, ok, la saga, je pense qu'elle va être vraiment banger, tu vois. Alors qu'avant, je me disais, ma lecture est super cool. Mais par rapport à Cotard, c'était tellement en dessous, tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, ok. à ce point ? Ah oui, moi, c'était vraiment à Cotard, c'était de loin devant sur le 1, 2, 3. Et quand j'ai lu le 4, je me dis, oh, je vois de ouf le potentiel. Et je vois maintenant qu'effectivement, il y a du potentiel que peut-être s'appuie sur Passer à Cotard, tu vois. Ok. Et toi, tu l'avais comment ? Moi, j'ai adoré ce passage-là. Ouais. En fait, on voit le côté tiraillé de Selena. Ouais. Et c'est aussi ce tome-là où on a la transformation de Selena en Eileen. Oui. Et le lien avec Rowan qui est commencé à créer. Et on comprend aussi quelle est sa nature, le pourquoi du comment elle a voulu se cacher, pourquoi elle est plus à l'aise dans un corps humain. Et on a aussi tout le début des valgues. Oui. La découverte des valgues, qu'est-ce qui provoque, etc. Enfin, on commence à avoir un vrai contexte, même politique, tu vois, dans l'intrigue, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce tome-là commence à poser un vrai world building et on voit plus grand que le tome 1 et le tome 2. Ouais, qui sont plus dans une certaine sphère, tu vois. Et là, le fait que tu voyages aussi, mais après, ça t'ouvre le monde. Ouais, mais après, tu vois, je comprends la logique parce que si elle avait ouvert le monde dès le tome 1, en fait, il se passe déjà beaucoup de choses dans le tome 1 et il faut comprendre qui sont les personnages, quels sont leurs caractères et quel est leur rôle dans l'histoire. Donc du coup, moi je trouve que le développement, il est totalement logique. Ouais. Et moi, pour le coup, TOG m'a hypé, mais dès le premier tome. Ok. Je dirais pas ça surpasse à Cotard, mais j'ai trouvé que l'univers était plus profond. Et il est plus riche. Et plus riche que à Cotard. Ouais, je suis d'accord. J'adore à Cotard. Mais tu sais pas, là, si je dois vraiment comparer les deux sagas, tu vois, à Cotard, tome 4, chiant. Tome 5, j'apprécie pas forcément. Nesta, c'est pas mon perso préféré. Et du coup, bon, très sympa, on apprend énormément de choses sur les personnages aussi. Mais voilà, sans plus. Donc, tu vois, pour moi, à Cotard, ça se termine au tome 3. Ok, oui, après ça compare sur une histoire différente en fait. Après, mais c'est ça. Donc ça clôture un chapitre pour en ouvrir, on va dire, un autre dans le même univers. C'est exactement ça.
Alors que là, même en ayant des bouquins, enfin du moins le tome 3, donc le préquel, qui envoie sur d'autres chapitres, que là, elle fait du multi-point de vue aussi. Bah, moi, pour moi, TOG surpasse ACOTAR sur ce terme, enfin sur ce point-là. Et j'ai adoré le tome 4. C'est pas mon préféré, mais j'ai adoré le tome 4 parce que ça met les bases pour de tout. La suite. C'est ça. C'est vrai que moi, le tome 4, il a, je sais pas trop, à chaque fois que je pensais à comment classer les livres, je sais pas où le mettre parce que enfin, je le trouve incroyable. Et il a une grande place dans mon cœur parce que c'est vrai que c'est le début de tout. Voilà, c'est le début de Aileen, c'est le début de Aileen et Rowan. C'est le début où elle s'accepte, on va dire, dans ses deux natures, en tant qu'humaine, en tant que fée. Et il y a tout le truc d'apprentissage. Elle accepte aussi ses pouvoirs. Et donc, il y a tout un travail d'acceptation de la personne, d'amour de soi. C'est la première fois aussi où elle combat Maeve. Oui, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, elle aurait pu la tuer là, ça aurait été réglé. Ça aurait été super. Non, on n'aurait pas eu tout ce qui s'est passé après. Bon, ça aurait épargné la fin qu'on n'a pas aimée. Mais ouais, du coup, je crois qu'il a. Je sais pas, vraiment, quand j'y repense à ce livre-là, il a une vraie place où je me dis, celui-là, il était tellement. Je sais pas, il est à part, c'est un petit cocon où il se passe plein de choses et je sais pas. Et en fait, il lance toute l'histoire en fait. Et du coup, je sais pas trop où le mettre, il faut que je vois parce que je le trouvais super bien. Et en plus, moi je savais que Aileen et Rowan ils étaient mates, je les suis hyper rapidement, tu te rappelles. Au tout début. Fait spoil. Non, au tout, c'était une théorie pour une fois. Enfin, en gros, je savais qu'ils allaient finir ensemble, mais ils pourraient très bien finir ensemble et ne pas être mates, tu vois. Bon, ok, t'as compris. Ça, Jane Maas n'aurait pas fait ça, mais au tout quelques chapitres, en fait, c'est juste de la manière aussi ils communiquaient sans ouvrir la bouche. Et c'était tellement dit tout le temps, à chaque fois, oh, on se comprend sans se parler, on se comprend sans se parler. J'ai l'impression qu'il lit mes émotions, on dirait qu'il comprend ce que j'ai dit alors que j'ai pas parlé. Du coup, vraiment, j'avais envoyé un message, j'ai dit, bon, je crois qu'ils sont clairement mates et que c'est clairement pas caché. Mais vraiment, dans le premier tiers du livre, bon, tu vois directement que ça va, même si du coup c'est expliqué tellement plus tard après. Ouais. Parce que, voilà, après, moi j'ai bien aimé le développement de leur relation entre les deux. Ouais, ça n'a pas été facile tout de suite. Oui, ils se sont confrontés tout de suite aussi. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé leur relation à tous les deux. Je suis d'accord. Tome 5, La Reine des Ombres. Yes. Du coup, Aileen revient pour libérer Rifthold, sauver Dorian possédé et régler ses comptes avec son passé. Elle détruit le roi d'Adarlan et pose les bases de la guerre. C'est vrai que c'est dans celui-là où Dorian se fait posséder. Oui, celui-là, j'avais peur avant de le lire qu'il soit assez mou parce que du coup, je m'étais dit, tu sais, qu'après le 4, ça se voyait que ça allait préparer du coup tout l'enjeu de la guerre et je pensais que ça allait être très stratagème et qu'il n'y avait pas beaucoup d'action. Et au final, j'avais été hyper surprise pendant ma lecture parce que en fait, il est même encore mieux que le 4, je trouve. Là, tu vois, c'est là, je trouve qu'on commence à escalader parce que le 4, le 5 est mieux que le 4, le 6 est mieux que le 5. Bon, Suite Call, il est à son niveau pour moi, on le retire de ce qu'on ressent, tu vois. Enfin, il est à juger séparément. Et tu vois, le dernier, on va dire que pour moi, tout jusqu'à la fin, pareil, il surpassait tout le monde, tu vois. Donc là, je trouve qu'on commence à escalader et à chaque fois, tu te dis, oh, c'est encore mieux. Oh, mais c'est fou, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Et du coup, le 5, j'ai été hyper surprise parce que j'en attendais pas grand chose de celui-ci. Ouais. Et en fait, je trouve qu'il y a eu tellement de développement. On connaît des nouveaux personnages. On commence à connaître Edumon. On apprend à connaître Lysandra. Que du coup, dans le 3, c'est un personnage que tu n'aimes pas. Dans le 5, tu finis par l'adorer en fait. Parce que finalement, on retrouve ce truc de amitié girls entre elles deux. Et du coup, je suis trop contente parce que je dis enfin, voilà, elle a un appui féminin aussi de son côté grâce à Lysandra. Et puis un vrai appui féminin cette fois-ci. C'est ça. Et du coup, je trouve ça super intéressant parce que voilà, on a encore des nouvelles manières de penser et que l'histoire, elle était folle. Et on a tout après la fin qui est voilà, qui est plot twist sur plot twist. Et quand tu termines le livre, quand tu le refermes, t'es là, mais on est dans la merde. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est marrant parce que c'est le tome où je me souviens le moins. Mais moi aussi, mais je sais juste que je l'ai adoré. Parce que de la fin et du début. Eh ben, je me souviens même pas du début. Je me souviens de Dorian est possédé. La nana qu'il aimait se fait quick. Adieu, Sorcha. Cole qui prépare la rébellion. C'est vrai, avec Nesrine. Dans les caves avec Nesrine.
Et ensuite, tout le stratagème pour pouvoir atteindre et tuer le roi. Mais entre... Et pourtant, il s'est passé plein de choses. J'avoue que moi aussi, j'ai oublié ce qui s'est passé. Je sais Je sais rien. juste que pendant ma lecture, je trouvais ça trop bien. Donc, mais tout le début, ça commence fort parce que tu sais, elle va sauver Edion parce qu'Edion il est emprisonné dans le château et du coup le début il est trop bien, tu sais, elle s'infiltre etc. avec la troupe de danseurs, puis après elle arrive à les C'est dans la fin? chercher. Non, c'est au tout début. Ça commence comme ça le tome 5. Parce qu'en fait, en gros, à la fin du 4, je sais plus trop comment ça se fait, mais tu apprends que son cousin, enfin Edion, il revient et Attends, il se mais fait du coup, c'est à la capturer. fin du 4 que Sorcha se fait tuer, Non, que c'est à la fin Edion... du 5. Parce que du coup, Edion, il les aide à faire tout ça après. En fait, au tout début, elle récupère Edion. Mhm. Ensuite, il y a tout ce truc de même Rowan, Edion, etc. Ils commencent à se connaître, ils commencent à former un petit peu la cour avec Lysandra, machin, machin. Il y a la rencontre avec Arobin aussi, où elle porte la robe dragon doré et qui lui met la bague au doigt. Oui, c'est dans celui-là, c'est à la fin de la partie 1 du 5. Et après, ça décale sur un petit peu l'histoire d'Orient, Sorcha, etc. Et on en arrive vite à la fin où il y a tout ce qui se passe avec la mort de Sorcha. Ok. Ah ouais, tu vois, j'avais complètement oui, parce que même ça, ce passage, voilà, on l'avait oublié, mais il était fou. Le passage de Arobin. Ah, c'est vrai que la manière dont elle a manipulé tout le monde, c'était magique. Ouais, enfin, lui qui pensait genre la manipuler, en fait, elle l'a remanipulé par derrière. Enfin, non, c'est vrai que ce passage, il était magique. Mais pour le coup, je le compte pas dans mes tomes préférés. Ah ouais, mais moi, il faut que je voie où je le mets, tu vois, mais je l'ai trouvé trop bien, celui-ci. Pour moi, le 4, 5, 6, et le 7 aussi, du coup, je sais pas quoi en faire, mais ils sont trop bien, alors. Mais qu'est-ce que je pourrais dire dans le 5 qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Je sais plus, j'avais une pensée, mais elle est partie. Tome 6. Ouais, je pense que c'est bien tome 6. 6. L'Empire des Tempêtes. Là, pour le coup, c'est mon chapitre préféré. C'est mon tome préféré. Ouais, il était bien, lui. Donc, Eileen revient pour... non, ça c'est le tome 5. Eileen rassemble des alliés pour affronter Erawan. Stratégie, alliance et révélations s'enchaînent. La fin choque. Eileen est capturée par Maeve. Ouais. Et bah, tu vois, moi, c'est celui-là mon tome préféré. Ouais, je comprends. Parce que pour moi, voilà, on escalade encore. Et lui, il est mieux que le 5. Et par contre, lui, c'est le... en termes d'action, il est incroyable. Lui, je le trouve meilleur que le dernier. Parce que vraiment... au moins, il n'y a pas la fin des Desmond. Alors, outre la fin des Desmond, c'est que... déjà, tu es en multi-POV, tu as les points de vue de... Et tu découvres Elide dans celui-là. Oui, à chaque fois, je suis en train de me rendre compte qu'à chaque livre, tu découvres Elide, tu découvres Lorcan, tu as Gabriel et Fenris qui se joignent à eux, tu as tout ce qui se passe chez Rolf, avec la première fois où elle plonge profondément dans son puits, et qu'elle a... en fait, et les premiers pouvoirs aussi de Lysandra. Et les super batailles. En fait, pour moi, ce tome-là, si ça s'était arrêté à ça, ça aurait été bien. Ok, ouais, qu'on aurait pu faire tout un débrief, que la grande bataille finale se passe dans celui-ci. Ouais. En vrai, il méritait, parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses, et tu commences déjà à voir qu'il y a certaines alliances, tu vois, qu'elle a formées. Je sais pas si le fait de capturer Eileen, ça a amené quelque chose à l'histoire dans le dernier. Pour moi, en fait, ça amène... Pour la fin qu'on aurait voulu, pour moi, ça a amené encore plus de haine envers Maeve et de tension et de profondeur pour que la fin soit encore plus grandiose. Or, du coup, c'est pas ce qu'on a eu, tu vois. Ouais. Pour qu'il y ait une vraie vengeance de fou et que, tu vois, Eileen... voilà, sauf que du coup, on n'a pas eu ça. Donc finalement, effectivement, ça apporte pas tant de choses parce que du coup, ça fait encore... T'as encore plus de peur, c'est contre ce personnage-là, tu te dis waouh. Quand même, bon, voilà, Maeve, elle a géré, elle a réussi à capturer Eileen, elle est super forte dans sa méchant Hera, tu vois. Mais au final, pour qu'elle se fasse tuer de cette manière-là, finalement, donc tout ce qui a été monté, etc., en tension, ça redescend très vite. Ouais, donc c'est vrai que du coup, par c'est rapport à la fin qu'il y a eu, ça apporte pas tant de choses que ça, que ça se soit passé comme ça, quoi, on va dire. C'est pour ça que le tome 8, bon, je te laisse débriefer le tome 7, mais... Et c'est vrai que de l'aube, dans le tome 6, c'est pas grave. Dans le tome 6, Lysandra, du coup, là, elle prend une vraie grande place. Et puis tu vois à quel point son pouvoir, elle peut s'améliorer. Oui, c'est vraiment forte, quoi. Parce que du coup, c'est en regardant les fresques et en regardant les ailes de Abraxos qu'elle a réussi à transformer ses écailles pour plus qu'il y ait de flèches qui la transpercent. Enfin,
Elle est très, très, très puissante, en fait. Son Oui, pouvoir, il est fou. tu te rends compte qu'elle a vraiment beaucoup de pouvoir, qu'elle peut vraiment manier son corps comme elle le souhaite, se transformer en ce qu'elle veut aussi à partir du moment où elle a où elle peut elle voit. voir. Et en fait, c'est tout le chemin. Déjà, le début avec Darrow, où elle est très dure envers Eileen. Il lui dit non, maintenant, t'es pas reine, tant que tu me mènes pas des alliés, etc. etc. Tu vois que sa cour la soutient quand même, malgré ça. Où elle part chercher des alliés à droite à gauche, elle envoie ses lettres. Enfin, je sais pas, ce tome-là, je trouve qu'il est très, très bien fait. Et ça te met vraiment les bases pour une fin épique que du coup, on n'a pas eu. Oui, c'est ça. Oui, ça, en plus, ça approfondit des personnages, ça pose tout un super contexte. Voilà. Il faut juste le contexte. Le tome 7, donc là on est sur le tome de Cole. Voilà, pour moi, vraiment à dissocier un petit peu de l'œuvre originelle, vu qu'il a son propre suivi d'aventure, tu vois. Oui. Donc voilà, focus sur Cole en quête de guérison et d'alliance au sud. Il évolue profondément et découvre des infos clés sur les ennemis. Du coup, moi j'ai bien aimé toi, en partant voilà, d'une personne qui voulait vraiment pas le lire, en fait, qui a fini par apprécier. Ouais, parce que je ne l'ai pas lu comme un tome faisant partie de l'histoire. Oui, c'est bizarre de dire ça. Non, mais ouais, je comprends parce qu'il n'est pas sur la... Enfin, il est sur la même timeline, mais c'est quand même une histoire différente. Donc pour moi, tu peux le dissocier, un peu comme le préquel finalement. Tu peux le dissocier. Ouais. Et en fait, moi, j'ai trouvé ce tome hyper... Alors, l'histoire entre Cole et Irène, sans plus, on a déjà débattu dans l'épisode sur la fin du dernier tome. Mais en fait, tout ce qu'on apprend sur les valgues, sur Maeve, sur comment pouvoir les guérir, sur même le fait qu'il y ait eu des failles qui étaient sur le territoire humain avant. Et qui ont préparé, Et tout qui ça ont c'était préparé. pour la guerre Ouais, qui allait revenir, quoi. Et en gros, moi j'ai beaucoup aimé ce tome pour cette vision-là. Oui, mais il apportait beaucoup en point de vue, pas action, mais tout ce qui se passe autour. Il apportait beaucoup encore sur le world building, sur finalement l'avancée de l'histoire. C'est exactement ça. En fait, c'est plus un Mais tome pour le world building et pour Et la découverte de qui est quoi et comment fonctionnent les valgues et comment pouvoir vaincre les valgues que l'histoire en elle-même entre Cole et Irène. De toute façon, c'était flag. Hein. Il est arrivé, Irène, elle lui a fait la tête, elle voulait pas le soigner, etc. Bon, c'était cramé dès le début. Je suis d'accord que dès les premiers chapitres, tu sais où ça va et c'est même un peu dommage du coup que tu le voyais trop vite. Oui, c'était flag. Mais c'est pareil pour Sartaq et Nesrine. C'est pas creusé, ça a été juste posé comme ça. Et puis ouais. voilà. Là, pour le coup, la construction des personnages, je trouve qu'elle était bancale. Ouais, je trouve la construction des relations d'amour était bancale. Je suis d'accord. Et en fait, le seul... après, voilà, on a quand même l'évolution personnelle de Cole où c'est pas mal parce que quand même... tu finis avec un Cole différent de celui du début, tu vois. C'est quand même plus la même personne. C'est ça. Donc c'est pas mal que il ait eu son petit arc de rédemption et qu'en plus ce soit un livre quand même qui soit extrêmement utile pour le reste de l'histoire. En fait, ce livre-là, on dirait que Sarah, elle a voulu mettre tout le monde en couple. Je suis d'accord. Et que du coup, comme Cole et Nesrine, ça l'a pas fait, en vrai, Sartaq et Nesrine, je trouve que ça apporte rien à l'histoire. Ouais, moi non plus. Surtout que derrière, il n'y a rien qui est développé sur eux, donc ça apporte rien à l'histoire. Ils sont toujours très en surface, donc en fait, tu t'en fous. Voilà. Mais clairement. Et pareil, Cole et Irène, mis à part, non, il ne faut pas risquer la santé de Irène. Ouais, je suis d'accord aussi. Voilà, je trouve que ça apporte rien non plus à l'histoire. C'est cool qu'ils aient tous leur âme sœur, qu'ils aient tous leur mate en quelque sorte, et qu'ils arrivent à trouver l'amour. Mais tu as l'impression qu'il y a eu ce truc de absolument vouloir mettre tout le monde en couple. Ouais. Et puis l'intrigue amoureuse elle servait pas à l'histoire. Enfin, elle sert à rien à l'histoire. Irène aurait pu juste venir en tant qu'alliée par Cole, mais le fait que voilà, il soit en couple, marié et en plus avec un enfant, ça apporte rien à l'histoire. Non. Bah non, clairement pas. Donc je suis très d'accord avec toi. C'est vrai que Sarah, je pense qu'elle voulait juste mettre une intrigue amoureuse qui n'avait pas besoin. Bon. Limite, elle aurait pu en fait, plutôt laisser développer l'intrigue amoureuse Cole et Nesrine, vu qu'on les avait un petit peu connus d'avant, et ça aurait peut-être même été plus sympa. Je pense que j'aurais préféré voir ça, sachant qu'ils étaient dans une phase de down. Plutôt voir comment Cole aurait pu reconstruire la relation avec Nesrine. En fait, je pense que là, ça aurait été plus profond, et ça aurait été plus poussé, ça aurait été plus recherché. Je suis d'accord. Que, tant pis, ça ne matche pas entre deux, on va leur fourquer deux autres personnes. Oui, ça, En fait, c'était trop facile. Je suis d'accord.
Irène, elle aurait pu avoir sa place et son rôle à jouer en tant que guérisseuse du fait d'avoir guéri Cole et d'avoir pu justement creuser encore plus le truc. Mais autrement, quoi. Zéro obligation de la mettre en couple. Parce qu'au final, quand... Bon, après, on passe sur le tome suivant, sur le dernier tome. Mais quand tu regardes sur le tome 3, il y a zéro développement aussi de leur relation. Mis à part dire qu'elle est enceinte et que du coup, le bébé grandit dans son ventre, il n'y a pas de... Oui, il n'y a rien. À aucun moment, Cole il risque sa vie, on sent qu'Irène elle est en danger. Parce que c'est vrai. Il aurait pu avoir ça, Ils auraient pu intéressant. l'utiliser. Moi, je pensais que ce serait utilisé. Tu te rappelles, je sais plus, je crois que quand on avait fait le débrief sur le 7, je t'avais dit, je me demande du coup si elle va pas faire mourir un des deux personnages pour montrer, enfin, tu vois, elle a pas mis, voilà, qu'elle ait mis le lien en place, peut-être pour une certaine raison, c'est pour en tuer deux d'un coup. Bah là, clairement, ça a servi à rien. Hein. Et puis même, c'était pas trop évoqué. C'est vrai qu'il disait juste, quand il disait, faut juste que je fasse attention parce que voilà, du coup, Irène, vu qu'elle soigne beaucoup, elle est fatiguée, donc ça m'impacte moi. Mais c'est vrai que... Au final, ça ne l'a pas du tout impacté pour la bataille. Il n'a pas été du tout blessé. Oui. Et plus que ça, c'est qu'ils en ont fait tout un sketch. Il ne fallait pas qu'elle se fatigue parce qu'elle était enceinte, etc. Mais comme on en a déjà parlé sur le débrief de la deuxième partie du dernier tome, ça n'a pas empêché Cole de faire la bataille. Donc en fait, ce lien a été créé juste pour être créé. Et puis il n'apporte rien. Il n'a absolument rien apporté. Et ça n'a absolument rien fait sur l'histoire. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. On détruit un peu Sarah là sur ce... Oui, mais après, voilà, ça n'empêche pas qu'on a quand même très apprécié ce tome. Mais c'est vrai que quand on est réfléchi, voilà. C'est le tome 8 qui rate tout. Oui. Et du coup, le tome 8, donc le royaume des cendres. Eileen est sauvée, puis mène, donc sauvée de Maeve, parce qu'elle était emprisonnée chez Maeve, puis mène la guerre finale contre Erawan. Tous les personnages convergent vers Orynth. Bataille épique. Sacrifice majeur et fin de la saga avec la reconstruction du royaume. Donc ouais, ça on en a fait un épisode très détaillé où on râle beaucoup. Voilà, si vous n'avez pas trop aimé la fin, je pense que vous adorez cet épisode. Si vous avez aimé la fin, on est désolé, mais on l'a pas saucé. Non. Enfin, on l'a saucé jusqu'à ce qu'il reste 7 pages, là, on l'a détruit. Je crois que les 30 dernières pages, on les a détruites. Ou les 20 dernières pages, on les a détruites. On les a détruites, mais vraiment, ouais. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais parlé aussi méchamment d'un livre. Bah, après, ça peut pas être tout le temps... Oui, non, mais ça, il n'y a pas tout qui peut nous plaire. Puis, en vrai, on partage notre avis, et puis voilà. Oui, après, si vous avez kiffé la fin, dites-le nous, parce que... Oui. Et dites-nous pourquoi vous avez adoré la fin, parce que c'est vrai Comment vous l'avez ressenti. Nous, on a été déçus de... La rapidité et la simplicité. C'est ça. Sachant que tout le worldbuilding qui a été créé avant, comment le tome 4, il est fou, le tome 3, il est fou, le tome 5, il est fou, que du coup, en fait, tu sais, c'est comme un soufflet. Ça monte, ça monte, ça monte, et ça fait... tout est redescendu d'un coup, et ça enlève toute la profondeur qui avait été amenée avant, et très dommage, quoi. Mais du coup, pour ce tome-là, je pense qu'on peut parler vite fait des chapitres qu'on n'a pas eu le temps de du coup, j'ai fait ma petite... J'ai sorti ma petite note. Ah, trop bien. Mais moi aussi, j'ai mes notes. Je pense qu'on va vraiment parler du chapitre de Dorian et du chapitre de Manon. J'ai une théorie aussi à soumettre sur Acotar. Je ne sais pas si je la dis dans cet épisode-là, vu que c'est sur Throne of Glass, ou si j'attends un autre épisode. Mais en sachant, je ne sais pas si on va faire un autre épisode de théorie Acotar. Je sais pas. Parce qu'elle est vraiment trop bien, j'ai trop envie de la soumettre au monde. Ouais, vas-y, soumets-la au monde. Je la soumets au monde, et au pire, on la redira dans un autre épisode. Comme ça, ceux qui n'ont pas vu cet épisode, c'est des Acotar Girlies qui n'ont pas lu Throne of Glass, je le redirai et on dira que ça a déjà été dit, que toi tu sais, mais elle mérite d'être mise. Je ferai semblant, je fais oh, quoi. Ok, et aussi, juste pour parler, moi, les premiers chapitres qui m'ont vraiment impacté dans ce tome-là, c'est Eileen, c'est qui arrive à s'enfuir de l'emprise du coup de Maeve et Kane. Je sais plus. Voilà, on sait plus. Le méchant, parce qu'ils ont le même paillé. prénom avec juste une lettre en plus ou en moins. mais du coup, ce passage, je l'avais trouvé vraiment fou. Et je pense que c'était mes premiers effets waouh de ce tome-là. Parce que là, enfin, et en fait, j'ai trop aimé qu'elle s'enfuit toute seule et qu'elle n'ait pas besoin finalement d'aide de... il y a Fenris qui l'a même aidé. Mais c'est eux deux, tu vois, eux deux qui ont été dans la souffrance. Tu vois, c'est pas Rowan et Lorcan et machin qui sont allés les aider, tu vois, c'est par eux-mêmes. Ils ont réussi finalement à se défaire de ces griffes-là et à s'enfuir grâce à eux, tu vois, et grâce à tout ce qu'ils ont vécu, etc. Et tout le passage après, tu sais, où quand elle veut enlever son masque et qu'elle hurle, qu'elle
ce griffe pour essayer de l'arracher. J'ai trouvé ça tellement horrible. Ah, là, pour le coup, ça a été hyper poignant. Ouais, moi, là, l'émotion, c'est le Je crois premier que j'ai eu chapitre les larmes, moi. Ouais, j'avais les larmes aux yeux, moi aussi. Parce que c'est horrible. Tu te dis, tu ressens de ouf la peur, l'angoisse et enfin tout ce qu'elle a. Tu ressens tout ce qu'elle a subi, Eileen, dans ce moment-là. Et puis le fait qu'elle soit nue de toutes ces cicatrices et tout, tu vois, te dire qu'ils l'ont tellement brisée que tout a été renouvelé en elle et que elle a même plus. Enfin, même si les cicatrices, ça évoque pas forcément des bonnes choses, mais elle a plus toute l'histoire qu'elle avait, tu vois, sur son corps. Ouais. Même ses tatouages, enfin, tu vois, elle avait plus rien, quoi. Elle était nue, quoi, alors que... Comme un nouveau-né. C'est ça, alors que tout ce qu'elle a vécu, enfin, je sais pas, c'était juste horrible. Et là, je me suis dit, oh, ok, quoi, c'est horrible, c'est profond. Et je trouve qu'on peut vraiment se mettre dans la tête de Aileen à ce moment-là. Et même quand Fenris, il est sur le point de mourir, pareil, j'ai vraiment failli craquer. Je me dis non, pas Fenris, pas après tout ce qu'ils ont vécu. Tu sais, c'est un soutien émotionnel du coup tout le long pour Aileen. Parce que c'est le seul personnage qui la comprendra autant à ce niveau-là. Et du coup, elle peut pas perdre. C'est son encre, tu vois. Ah, moi, ce passage-là, je crois que j'ai pas pleuré, mais j'avais les larmes aux yeux. J'avais envie de hurler comme Eileen. C'était... Ouais, c'était horrible ce qu'elle ressentait. Et puis, tu vois, quand elle fait le serment de sang du coup à Fenris pour le faire vivre, tu vois, enfin, il vit malgré qu'il aurait dû mourir, tu vois. C'est juste par la volonté et par le fait que, voilà, il soit lié, on va dire, à sa reine, que du coup, il puisse combattre la mort alors qu'il n'était pas censé passer outre cette épreuve. Enfin, et ces passages étaient juste trop beaux. Je suis d'accord. Alors, où sont mes notes? Ok. Alors, tac, 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 tac. Lequel c'est déjà le chapitre de Dorian? Oui, il est avant celui de Manon. Ouais, il est avant. J'ai oublié, j'ai dû mettre un cœur, certainement. Je vais finir par retomber Je l'ai pas écrit, moi. Je crois que c'est pas 77 78, ouais. 78 J'ai mis 78, point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation, cœur, violet. J'ai fait un résumé, tu veux que je le fasse, puis après on débrief. Et juste après, du coup, j'ai ma théorie, parce que ma théorie, elle est venue juste après ce passage-là. Donc, j'ai trop aimé d'autant plus pour ça. Donc, du coup, après avoir retiré donc, la clé du bras de l'esclave de Erawan, parce que là, il était je sais plus comment ça s'appelle, il était à Morat. Et Erawan, il avait fait un nouvel rentré dans la chambre de il avait créé une nouvelle Caitlyn, en fait, en gros, Erawan, pour faire un portail, quoi. Maeve envahit donc l'esprit de Dorian pour en faire son esclave, sa marionnette. Dorian se laisse guider par elle. Elle lui dit qu'elle a prévu de grands plans avec lui, qu'avec les clés, elle pourrait le rendre jeune éternellement et qu'il tuerait toutes les personnes qui essaieraient de revenir. Elle lui dit qu'ils vont partir pour les autres clés. Et là, Dorian dit « On ne devrait pas laisser une note avant de partir ?» alors que de base, il était sous son emprise et qu'il n'était pas du tout censé pouvoir parler de son propre arbitre. Maeve se retourne et c'est trop tard. Elle est emprisonnée du coup par Dorian dans son propre esprit. Donc c'était son plan depuis le début. Il la maintient en place avec son... En fait, en gros, il a une genre de main dans sa conscience, quoi, pour la maintenir comme il veut. Il a appris durant ses jours la magie de Maeve. Il lui laissait entrevoir dans son esprit ce qu'elle voulait voir en modelant ses propres pensées. Pour comprendre comment sa magie a fonctionné. Ouais, c'est ça. En fait, il a laissé s'approcher. Et en fait, il a juste laissé effleurer pour comprendre comment ça marchait. Comme il disait avec Sirène, l'araignée, là. Ouais, ça aussi, c'est tellement sirène pour une araignée. Ouais, c'était ça. C'est pas Sirène, je crois, mais ça ressemble à ça. Je crois que c'était Siren. Peut-être. Mais du coup, j'ai trouvé ça tellement intelligent parce que Maeve, elle a rien vu et lui, en fait, il faisait tellement subtilement que juste il l'apprenait, il regardait et il disait ok, donc ça doit à peu près fonctionner comme ça. Et pareil, du coup, pour ses propres pensées, parce qu'à chaque fois, elle regardait dans sa tête, il faisait tout pour penser à que des choses qui pourraient, elle, lui plaire. Enfin, trop fort, quoi. J'ai adoré. Et lorsque, du coup, j'ai trop mal écrit, j'étais très fatiguée. Donc, lorsque son pouvoir s'approche de lui pour le lire, voilà, il en profitait pour apprendre comment ça fonctionnait, comme avec Sirène, elle s'appelle bien Sirène, du coup, si j'ai dû marquer ça. Donc, ensuite, la structure de Morat tremble, et en fait, on apprend que durant, du coup, ces plusieurs jours, avec son pouvoir de glace, il fragilisait les pierres du donjon. Tout est en train de céder pour écraser l'endroit, en fait, avec tous les colliers de Weird qui étaient stockés, et le tombeau de Erawan. Maeve, impuissante, le supplie de ne pas la laisser là.
il la laisse, il part récupérer les autres clés qu'il avait enterrées, puis revient la voir. Il coupe le lien qui les reliait par la pensée, très facilement, puis transforme les pouvoirs de Maeve et les remodèle pour qu'elle ne puisse plus marcher entre les mondes et les distances, et il la laisse là. Et il les transforme pas, il les remodèle pas. En fait, Moi, j'avais compris ça. Il coupe le Ouais. lien qui lui permet d'accéder à cette partie de ses pouvoirs. Ah oui, En fait, en fait il elle l'a scelle. toujours, mais elle peut plus l'utiliser. Elle peut plus l'utiliser. En fait, il scelle comme s'il mettait un nœud Ok. hermétique. Ok, Il scelle cette partie de pouvoir Ok. dans laquelle elle puisait pour aller ah, c'est fou. créer des portails et se déplacer d'un Mhm. monde à l'autre ou d'un endroit à l'autre. Et en fait, en faisant ça, elle peut plus faire venir les araignées qu'elle voulait Oui, faire c'est ça, venir. en fait, là, il a Elle peut plus retourner dans son royaume, donc elle peut plus suivre. le move de fou, quoi. J'ai adoré. Surtout que moi, le 77, j'étais là genre, mais quel débile Dorian de s'être fait attraper comme ça par un Moi mail. aussi, Et après, j'avais j'étais du genre, mal à oh comprendre. le goat. C'est ça, je me disais non, il a pas pu faire ça et tout. Il est pas aussi débile que ça C'est quand ça. même. Et puis après, j'étais en mode, mais non, mais j'aurais pas dû douter de Dorian en fait. Ah, attends, mes notes, elles sont trop drôles. J'ai écrit Dorian, mon homme. Je l'aime trop. Il est hyper intelligent et ingénieux. Et en plus, il fait ça avec sas. Je suis trop fan. Sa magie est extrêmement puissante. Il peut tout faire avec. Le fait de carrément, du coup, moi là j'avais mal compris, du coup, le fait de carrément changer la nature, même avec des pouvoirs de même, est vraiment fou. Mais même le fait de juste lui dire, couper tu un peux, mais morceau. tu peux plus. Ouais, c'est ça. Par contre, moi, j'ai pas compris pourquoi à ce moment-là, il lui a pas coupé non plus le pouvoir de faire des illusions. Il aurait dû tout couper, ouais. Mais oui. Il aurait dû la rendre sans pouvoir. Mais oui. Il avait pas le time pour ça. Bon, bah, ça va, ça lui a pris 2 secondes de le faire. Il a fait, allez, tu peux plus faire ça, bye bye. Il est Bah parti, ouais. on lui fait un comme ça. Je te jure. Ah non, mais de rien, tout le long de ce livre, je trouvais ça fou parce que déjà, tu te dis pas, enfin, tu sais que sa magie elle est puissante dans les autres tomes, mais là tu te dis en fait, oui, effectivement, il peut vraiment tout faire parce qu'il peut même du coup devenir, je sais plus comment ça s'appelle, mais changer son apparence comme Lysandra, juste en apprenant. En fait, c'est tellement de la magie brute et pure qu'il peut en faire ce qu'il veut, et que juste en apprenant comment les autres personnes fonctionnent, il peut reproduire à l'identique. Donc ça, j'ai trouvé ça fou. Je m'attendais pas à ce que son personnage prenne autant d'ampleur à ce niveau-là, tu vois, et que Surtout que je crois que même pas. tout faire, quoi. Genre l'épisode d'avant, je t'avais dit que je le voyais comme un golden retriever, comme un alors labrador. là- Alors j'étais alors, oh, excuse-moi Dorian, Rien à excuse-moi voir, Dorian hein. d'avoir dit Mais de ça. toute façon, moi, Dorian et Manon, c'est mon couple goal. J'aime trop Manon en tant qu'individu à part entière. J'aime trop Dorian en tant qu'individu à part entière. J'ai commencé à l'aimer. Je crois qu'en vrai, c'est vraiment ce tome-là où je dis. En fait, j'ai commencé à l'aimer par Manon, via Manon. Et puis là, je l'ai aimé en tant que vrai individu. Je dis, ok, en fait, le mec, il est trop cool. Je peux pas passer à côté de ça. Mais tu veux que je te dise ma théorie ? Vas-y. On la remettra dans un épisode pour Akota si on arrive à la caler quelque part. Du coup, à ce coup, je sais plus pourquoi elle m'arrive après ce chapitre, mais j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. Enfin, j'ai fermé le chapitre quand j'ai lu celui-là parce que je trouvais trop cool. J'ai commencé un peu à réfléchir à ma vie, à ce que je venais de lire. Et là, il y a plein de trucs qui se sont embriqués et qui ont donné naissance à cette théorie. Alors, Rhysand et ses pouvoirs sont un peu bizarres. Non, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais ses pouvoirs ne descendraient pas de pouvoir valgue. Point d'interrogation. Son pouvoir de... ça s'appelle Démati en anglais, mais je ne sais pas comment c'est. Son pouvoir d'être dans les pensées, parce que... C'est Démati aussi voilà. en français. Son pouvoir de Démati est semblable à ce que Maeve peut faire, vraiment. Il est ultra semblable, c'est quasiment la même chose. Également pour les ombres de nuit que Maeve contrôle aussi. Ils ont les mêmes. Et il me semble qu'il peut aussi se TP, je crois, Rhysand. Il me semble qu'une fois, il s'est téléporté comme Maeve. C'est-à-dire c'est un marcheur de monde. Et puis après, j'ai mis les cheveux noirs de G, parce que quand il y a la description de Maeve, c'est la même description que Rhysand, en fait, en soi, c'est les cheveux noirs. Et quand j'ai regardé sur Internet, apparemment, elle a les mêmes yeux que... Je crois que ça a été dit, mais elle a les yeux violets, et Rhysand, il a les yeux violets. Donc, I mean... c'est pas trop bizarre, parce qu'en fait j'ai émis ma théorie, je l'ai écrit là comme je viens de te la lire, en me disant trop bizarre, mais en fait Rhysand il a exactement les mêmes pouvoirs que Maeve. Il a les ombres, il a le fait de contrôler les pensées, il peut marcher, pas entre les mondes, mais en tout cas il peut faire des distances contrôlées. Mais du coup son père serait Orcus? Je sais pas, en fait je me dis comme Maeve, en plus c'est dit que Maeve elle a voyagé dans plein de mondes avant, est-ce qu'elle a pas fait une halte dans ce monde-là, mais peut-être que même Rhysand, peut-être c'est un lien très lointain, tu vois, peut-être avec Maeve, peut-être que ça remonte. Dans l'autre sens. Forcément un descendant direct, tu vois, mais peut-être que c'est un descendant lointain, parce que tu vois. Mais du coup, ce serait un valgue. Pas un valgue, mais qu'il aurait des descendances valgues, et qu'en mode peut-être qu'il soit redevenu en structure vraiment plus fée que
mais qu'il aurait, pour moi, il a du sang valgue en lui. Et du coup, juste après avoir émis ça, j'ai juste tapé Rissande valgue sur internet. Et là, je trouvais plein de gens qui disaient exactement pareil que j'avais noté. Du coup, je dis, ok, c'est trop bien que du coup, voilà, je sois pas la seule à avoir remarqué ça et que ce soit pas une idée loufoque, tu vois, qu'il y ait vraiment des gens qui se soient dit que c'est une possibilité. Et c'est là que du coup, j'ai vu que les gens disaient, même en description, tu vois, moi j'avais relevé que les cheveux. Il y a quelqu'un qui a dit, Maeve s'est dit qu'elle a les yeux, il y a une teinte violette, exactement comme Rissande, on appuie sur le fait qu'il a les yeux violets. Donc c'est quand même bizarre. J'avais même pas relevé ça. Donc en fait, je trouve ça trop intéressant si vraiment dans Akota, on apprend qu'il y a un lien. Bah oui, mais il faudrait qu'elle l'amène là dans les prochains tomes. Ouais, je sais pas trop si elle va le faire ou si ça va juste être une théorie qui sera lancée dans le vent, qui sera jamais débunk. Mais je me dis, si elle arrive à débunk ça, mais alors là, le world building de Sarah Masverse est incroyable, tu vois. Si on en arrive à ce que tu dis, ah putain, Rissande, il a des origines vagues. Alors que c'est pas le même monde, mais techniquement c'est possible parce que Maeve, elle a bien dit qu'elle s'est baladée de partout. Oui. Donc, c'est pas trop bien. Genre, quand j'ai émis cette théorie, j'étais mode. Je suis un génie. En fait, c'est intriguant. Ouais, elle est hyper intrigante. Mais en fait, tout se tient, les pouvoirs de Rysand s'y tiennent. Les cheveux. Moi, le seul truc, c'est les ailes. Ça me. Tu vois, c'est ce qui me dit, Pareil, bizarre. Il est fait et c'est juste une transformation, tu vois, peut-être pour moi, mais encore une fois, c'est un être de. Est-ce que obscur quand même, Rissande par rapport à ses pouvoirs, tu vois, même les ailes, sa créature, elle est hyper obscure. Justement, c'est ma question. Est-ce que. c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas des descendants des Valgues? J'ai plus la race qu'ils ont. Tu parles les des bad boys ou pas? Non, les bad boys. Les Valgues bad boys? Mais non. Cassian, Azriel. Ah, les bad boys, oui. Les bad boys, oui. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi déjà? C'est des Illyriens. Illyriens. Déjà, c'était proche de Ilken. Oui. Bizarre. Mais en fait, la texture de leurs ailes, le fait que ce soit des ailes en chauve-souris. T'as vu, déjà, c'est bizarre. Un truc bizarre. Mais est-ce que ce côté, justement, valgue, viendrait pas des Illyriens? C'est possible. Et après, le côté pouvoir d'une branche lointaine du père de... Je pense que c'est hyper possible qu'il y ait une descendance, parce que vraiment, c'est trop bizarre que ce soit autant similaire quand tu y penses. Bah ouais. Il y a trop de points communs. Parce que les ailes, elles sont quand même très semblables aux ailes des Ilken. Du coup, quand on y pense, c'est exactement les mêmes. Est-ce que le peuple illyrien aussi, sans respect, a des descendances via ça? Et du coup, après, dans l'évolution, ça a juste donné les Illyriens, tu vois. Mais je pense qu'il y a... J'espère que Sarah J. Maas, elle va essayer de nous pondre un truc en rapport avec Throne of Glass, ce serait fou si... si elle le fait pas, ce serait tellement dommage. Que tout est relié. Et je sais pas, moi, j'ai envie de trop d'y croire à cette théorie, parce que je trouve que ça apporterait un élément... waouh, tu vois, tu dis ok et ouais, voilà, je sais pas. Moi, c'est une théorie à prendre en compte. Non, mais je valide. Ça me plaît bien. Vraiment, quand j'ai vu, j'ai trop hâte de la raconter à Cynthia, elle est trop bien. Je valide. Et du coup, l'autre chapitre marquant. Manon. Voilà, j'ai pas besoin que tu le racontes, je peux le raconter. Vas-y, raconte-le. De tête, je peux le raconter. Mes notes, elles seront c'est alors juste c'est le chapitre 89, c'est ça? Ouais, je crois que c'est 89 et 90. 89 c'est le drame et 90 c'est 89 le après qui. En gros, donc de mémoire, chapitre 89, il y a l'une des tours des sorcières qui est encore qu'ils ont réussi à remettre debout, qui recommence à avancer. Ouais. Et au loin, Manon et du coup les 13 voient que la grand-mère prépare une des sorcières à se jeter, parce que la tour, à savoir que ça fonctionne parce qu'elles utilisent leur pouvoir là, où elles explosent. Je sais plus ce que c'est le nom. Pas grave. Mais en gros, c'est le pouvoir... non, j'ai plus. Où c'est des destructions en quelque sorte. Vraiment... Elles explosent et en fait, en explosant, elles détruisent tout sur leur passage. Un périmètre hyper large en plus. Et en gros, l'utilisation de la tour des miroirs, c'est qu'en fait, c'est pour faire converger. Ça amplifie ça, non? C'est surtout pour faire converger, sinon ça fait tout exploser sur le chemin. Et en fait, en tombant dans la tour des miroirs, elles font converger le faisceau d'explosion. Ok. Ce qui fait que ça explose tout sur le passage. Ok. Et ça peut raser en ligne droite en quelque sorte. Yes. Et donc, du coup, elle commence à voir une nouvelle qui se prépare à se jeter dedans. Et donc, Manon prend la décision d'intervenir avec du coup les 13. Sauf que les 13 se concertent entre elles juste en se regardant. Astérine, alors je sais plus ce qu'elle dit à Manon, mais... Ah, je m'en souviens, c'est horrible. Elle dit « Vie, Manon, vie ». Il lui faut un coup de poing dans le ventre. Et mène
notre peuple de là où il vient, enfin ramène-les Ah oui, à ramène-les notre sur maison, leur terre. Horrible. Et juste après ça, donc Manon qui comprend pas les mots, Astéril lui met un coup de poing qui Ouais. la plie en deux, lui coupe la respiration et qui la met au sol, clairement. Les 12 du coup qui embarquent sur leur wyvern et qui foncent tel un bataillon soudé sur la tour. Et là, on a le détail de chacune qui meurt. Horrible. Ah, Oui. je commence à avoir les larmes. Petit à petit, tu les vois. Oh. Oh, Non. j'ai vraiment le truc qui revient en plus, c'est fou. Donc du coup, les unes et les autres qui décèdent au fur et à mesure. Et là, on voit Astérine qui arrive au niveau de la tour, qui se jette sur la grand-mère, qui tue la grand-mère et du coup qui se jette sur la gamine et qui, elle, utilise son pouvoir pour faire exploser la tour. Et là, gros cratère dans le sol. Les 12 du coup qui sont toutes mortes. Anéanties. Et ça, fin du chapitre 89. C'est horrible, c'était horrible. Horrible. C'était après, et en plus, moi je me souviens quand je le lisais, tu comprends dès que Astérine elle parle, c'est que elles vont se sacrifier, tu le sais. Mais je pensais pas qu'elles allaient toutes mourir. Et en fait, c'est quand. Pareil, j'ai dû relire parce qu'au départ, je comprenais pas qu'elles mouraient. Parce que c'est dit assez subtilement, c'est un peu par exemple, Sorel tombe. En fait, quand tu dis qu'elle tombe, en fait, elle meurt. En fait, oui, mais en fait, c'est comme ça qu'elle l'amène à chaque fois. C'est une telle tombe, une telle tombe, une telle tombe. Ouais, elle dit pas qu'elle meurt, du coup. Bah moi, au départ, j'avais un doute, c'est juste, en fait, elles vont réussir à se relever. Et puis, quand tu as une petite réaction de Manon après quelques noms de sorcières qui tombent, et là, tu fais, en fait, elles sont mortes. Ah ouais, et du coup, là, moi, j'ai relu dans l'émotion. Et du coup, je non. Ouais. C'est déjà fondu en larmes, par exemple. Ah ouais. Ce chapitre-là. Moi, j'ai fondu en larmes. Presque, je sais plus si c'était à 2 doigts de couler, je crois, parce que je me canalisais. Ah, moi, j'ai posé, j'étais genre... Et après, du coup, je me suis calmée, j'ai repris et chapitre 90. Affreux, ça enfonce encore plus Ah la ouais. tristesse. Où du coup, Manon arrive à se relever. Donc, forcément, la guerre, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Bah oui, parce qu'elles ont quand même fait ça a pu stopper quand même, parce que l'attaque était tellement puissante. Ça a détruit une partie de l'armée. Du coup, l'armée s'est regroupée plus loin. Ouais, pour avoir un nouveau plan d'attaque. Pour avoir un nouveau plan d'attaque. Et pendant ce temps-là, du coup, Manon qui descend sur le terrain, qui va sur le cratère, qui tombe à genoux. Et je crois que c'est le seul moment où on la voit pleurer. Ouais, c'est ça, je crois qu'elle pleure. Et qu'il y a tout le monde qui vient se recueillir en plus. Qui en plus jette une fleur, lui pose la main. Oh là là, et qu'elle sait, t'as tout le truc où on le sait nous parce que Sarah J. Maas décrit ce moment-là, mais quand tu reviens dans la tête de Manon, elle, en fait, elle voit pas tout ce qui se passe autour d'elle, parce qu'elle est tellement dans son propre malheur qu'elle se rend pas compte qu'en fait, il y a tout le monde qui se recueille avec elle, tu vois, et elle est juste enfermée dans sa tête, dans ses propres sentiments. Et du coup, je trouvais ça trop dur. Ah, c'était horrible. Et hyper poignant d'avoir mis cette scène-là, tu vois, parce qu'elle aurait pu se terminer sur juste elles sont mortes et tu passes à autre chose. Là, je crois que le fait, ça renfonce, tu sais, le couteau. Ouais, ça renfonce le couteau, mais tu peux aussi te recueillir, tu vois, sur la mort des 13, et on va dire réussir à passer à autre chose en même temps que Manon, tu vois, avoir tout son cheminement de pensée et te dire, ok, là, on a bien clôturé malheureusement cet arc. En fait, la manière dont elle l'a amené, et pour le coup, je pense que c'est un des rares passages du dernier tome qui vraiment, je trouve, est bien écrit. Il est très bien écrit, ouais. C'est que même si, pendant toute l'histoire, tu t'es pas attaché aux autres que Astérine et Sorel, je suis d'accord. Quand elle commence à dire une telle tombe, une telle tombe, une telle tombe, et tu commences à avoir les larmes à ce moment-là. Oui, en fait, tu sais qu'elles sont tellement importantes, c'est une famille pour Manon, c'est sa seule famille. Donc en fait, même si on n'a pas eu de lien avec elle, de par le biais de Manon, c'est horrible que ça se passe de cette manière-là. Et que tu dis, fou. Clairement, si ça commence, on va dire, par celle que tu connais le moins, tu sais que ça va remonter, qu'en fait, elle va perdre tout le monde, et à la fin, il ne reste plus personne, en fait. Manon, ouais, c'est ça. Elle a les reines d'un nouveau clan entier, mais tu vois, elle n'a plus personne proche d'elle, quoi. Elle a plus ses 12 seule. J'espère qu'elle arrivera à se reconstruire. Oui, je pense. Mais ouais, du coup, ce passage-là était juste affreux, et il est affreux, et en même temps, tu as quand même l'effet waouh du chapitre 6, je trouve, tu vois. Et après, on arrive sur la fin décevante, alors que clairement, tu vois, c'est... Franchement, en fait, c'était ça. Je crois que après ce chapitre-là, le chapitre où je me suis fait « Oh, trop mignon !» c'est le clin d'œil à Cotard.
Ah oui, il faut qu'on en parle, incroyable. Je crois que j'ai noté, c'est 98 ou 99. Je sais plus quel chapitre c'est. Parce que je crois que j'ai fait un mélange des deux. Ouais, c'est ça, Non, 98, Ah, c'est 99. après ça, ok. Ouais, c'était après. Où en gros, elle ferme les serrures et Ouais, c'est ça, et quand Eileen 99. traverse les mondes, elle va trop vite et en fait, elle traverse le monde de Hakotar. Ouais, et on Et voit Varysande et Feyre au moment où Feyre elle est enceinte. oui, Donc, je crois que c'est dans le 5 du coup, c'est dans celui du Nesta quand elle est enceinte. oui. Et ouais, du coup, c'est Et qui lui envoie une incroyable. gerbe de pouvoir pour la ralentir, pour pouvoir Ouais. qu'elle puisse réatterrir dans son C'est monde. trop fou que J'ai Varysande trouvé ça il trop ait- mignon, moi. Ouais, c'est ça, de l'impact. Du coup, en gros, en quelque sorte, il a un peu sauvé Eileen parce qu'elle allait tellement vite que c'est vrai que je sais pas, Je sais peut-être pas si sans elle le aurait pu pouvoir de arrêter. Rysande, c'est ça, est-ce qu'elle aurait pu retourner dans son monde? Je suis pas sûre du coup. Non, je suis pas sûre non Et plus. du coup, c'est trop bien que il ait joué un rôle dans Sonoglas sans le savoir. Mais alors, c'est là où tu te poses la question de est-ce que, parce que je connais pas du tout l'ordre de chronologie de quand elle a écrit quoi, Sarah, Ouais, moi non plus. mais est-ce que du coup elle a commencé à écrire Hakotar Je sais pas avant du tout. de terminer Mm. du coup le tome 8? Parce que le fait d'avoir anticipé ça, enfin, si elle n'avait pas commencé à écrire à Hakotar, c'est quand même balèze. Parce que du coup, cette scène. Bon, après, je pense qu'elle a fait exprès de remettre cette scène dans Hakotar. Histoire que pour ceux qui lisent tout son univers et le lien, mais Je vais chercher rapidement. c'est. Non, mais je suis d'accord. Moi, je vais te poser aussi la question de, oui, dans quel ordre elle a fait ça, tu vois? Est-ce qu'elle a imaginé cet autre monde via en fait Eileen et qu'elle s'est dit, oh, si j'allais explorer du coup ce monde que je viens d'entrevoir quand Eileen elle est tombée, ou est-ce qu'effectivement elle a fait dans l'autre sens, elle avait déjà l'histoire et elle s'est dit, ah, c'est super fun si je fais genre le petit clin d'œil à la fin, tu vois? Parce que le pouvoir de Rysand, en plus, elle le décrit. Le pouvoir de Rysand avec Ferré à côté qui est enceinte, Oui. enfin, c'est pas anodin. Elle a dû commencer déjà à écrire l'histoire. Ouais, je pense. Et moi, je trouve ça trop drôle, c'est que, tu sais, Rysand, je trouve qu'il est assez fun comme personnage. Et au départ, il voit Eileen tomber, et au départ, il lui fait genre un petit coucou. Oui. Et le mec, il y a une meuf qui tombe dessus, il est en mode coucou. Attends, je vais l'aider. Je trouvais ça tellement drôle, c'est so Rysand en fait, tout simplement. Alors attends, sortie de Royaume des Cendres. Ah, j'ai tout. Ah, vas-y. J'ai tout. Donc, toutes les séries. Le Ok. Trône de Fer, donc le premier TOG, août 2012. Ensuite, La Couronne de Minuit, août 2013. Ok. L'Âme de l'Assassin, mars 2014. L'Héritière du Feu, septembre 2014. Tout enchaîné là. Un tribunal d'épines et de roses, donc premier de Hakotar, Oh, elle a fait une petite pause. mai 2015. C'est trop bien. La Reine des Ombres, septembre 2015. Ok. Un tribunal de brume et de fureur, Là, elle est donc Hakotar, repartie. Ok. mai 2016. Empire des Tempêtes, septembre 2016. Un tribunal d'ailes et de ruines, mai 2017. Tour de l'Aube, septembre 2017. Un tribunal de gel et de lumière des étoiles, mai 2018. Ensuite, Catwoman, Voleuse d'âme. Voleuse d'âme, je sais pas d'où ça sort ça. Royaume des Cendres, octobre 2018. Maison. Et ça, après, c'est Crescent City. Ok. Crescent City, Maison de la Terre et du Sang, mars 2020. Un tribunal de flamme argentée, février 2021. Maison du ciel et du souffle. Donc après, les deux derniers, c'est Crescent City. Mais du coup... Flamme d'argent, il est où? Flamme d'argent? Ouais, c'est un palais de flammes et d'argent. Flamme argentée. Ouais. Février 2021. Donc, il est sorti après Royaume des Cendres. C'est trop bien, du coup, qu'elle ait inclus, enfin, qu'elle ait fait cette scène et qu'après, du coup, elle s'est dit, du coup, faut que je l'inclue dans le dernier livre. Trop intelligente, Sarah. Non, mais surtout qu'elle avait annoncé, du coup, le fait que Ferré soit enceinte dans le tome 4. C'est vrai, du coup, ceux qui avaient commencé... Donc, dans Gel et de Lumière des Étoiles. Donc, en fait, elle savait déjà où est-ce qu'elle allait. C'est trop bien. En écrivant ce tome. Et même, du coup, ceux qui ont lu à date de parution à chaque fois, qui ont commencé à Hakotar et qui disaient donc du coup c'est-à-dire que dans le prochain livre Feyre elle va être enceinte alors, et après du coup qui voit que c'est vrai, c'est trop bien. Mais au final Crescent City, le dernier tome il est sorti en janvier 2024. Hein. Ah mais tu sais c'est hyper récent, elle est en train d'écrire la suite là. Ouais mais c'est vraiment pas vieux en quelque sorte. Et je sais pas si tu sais, mais du coup dans le podcast Call Her Daddy, elle a dit que de base c'était juste un exutoire Crescent City, c'était juste un projet fun et qu'elle comptait jamais le publier, c'était juste pour le fun, tu vois. Après qu'elle écrivait Sonoglas et Hakotar, elle allait se décharger en faisant Crescent City et au final l'histoire apparemment les bangers et donc ça a été acheté par les maisons d'édition. Bon, parfait donc, pour elle. très intéressant à savoir pour une prochaine lecture.
Mais en tout cas, si la saga TOG, elle vous tente, que vous ne l'avez pas encore lue, nous, on vous la recommande Tellement fortement. fortement, ouais. Pour moi, franchement, sur toutes les sagas que j'ai lues, même outre ACOTAR, etc., enfin en plus de ACOTAR, etc., je lui mettrais un 4,5 sur 5. Vraiment, le et demi, c'est pour la fin merdique du dernier tome. Ouais, moi, tu vois, tout avant, j'avais fait j'avais parlé avec des personnes et comme ils disaient toujours est-ce que tu préfères ACOTAR ou Throne of Glass? Ce qui est pas mal, c'est que du coup, Throne of Glass, on peut la juger sur son intégralité vu que c'est clôturé. Oui. Donc ACOTAR, on peut pas le juger encore sur son intégralité. Donc je pense que ce sera à revoir. Mais au tout départ, quand je lisais, à partir du 6, je me disais ok, je pense que je préfère Throne of Glass que ACOTAR parce que l'aventure est folle. Tu Oui. vois. ACOTAR, on est plus sur un truc, je trouve, posé et sur les personnages. Oui. Même s'il y a de l'aventure, mais on est vachement dans l'évolution des personnages plus que sur l'évolution de l'histoire. Mm, Et là, je suis c'est d'accord. l'inverse. Enfin, on a les deux, mais l'aventure est. Tu vois, elle est folle. De partout et ça s'arrête jamais. Et puis les personnages sont incroyables et tout ça. Et du coup, avec la fin de Throne of Glass, malheureusement, je pense que je le redescends et que pour le moment, je ne le mettrai pas Tu au-dessus gardes d'ACOTAR. ACOTAR au-dessus. Et après, à savoir voilà, quelle fin elle va faire pour ACOTAR aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'au départ, je me dis, ah non, je vais le placer au-dessus. Et quand j'ai vu la fin, vu que ça m'a trop déçue et que ACOTAR, c'est pas fini, je me dis, à je voir sais pas ce que ça peut avec cette donner, fin. tu vois. Sachant qu'elle est dans la précipitation pour la finir, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur, j'espère que. Voilà, il faut se poser. Ouais. Il faut bien faire les choses, il faut pas nous décevoir. Surtout qu'à côté, je sais pas trop après où ça va aller. Donc, non, c'est clair. que C'est un peu on le peut flou avoir, artistique pour les prochains chapitres. ouais, on peut avoir 2 éléments de surprise. Et du coup, c'est quoi, toi, ton top 3 de tomes? Oh, attends. Je sais qu'il y aura le 4 parce qu'il est trop dans mon cœur. Je pense que je vais le mettre en 3e position. Ouais. Donc le tome 4, c'est... Celui où elle rencontre Owen. Attends, faut que je reprenne mes notes. C'est l'héritière du feu. L'héritière du feu, ouais. Donc en 3. Ouais. En 2 maintenant. En fait, ça m'énerve parce que j'ai surkiffé le dernier tome et que tu sais, la fin elle m'a tout gâché. Genre, je vais faire outre la fin parce que sinon je saurais pas trop le mettre. Je vais mettre en 2, je vais mettre l'Empire des Tempêtes, Ouais. qui était super. Et en premier, je vais quand même mettre du coup un Royaume de Sang, malgré que j'ai quand même été extrêmement déçue des dernières pages. Mais après, je me dis, c'est que 20-30 pages. Enfin, c'était ça quoi. Sinon, le reste, c'était vraiment ma meilleure lecture. Donc, en fait, je peux pas passer quand même outre de tout ce qui s'est passé. Je vais quand même le mettre en top 1, voilà, malgré que... Enfin, je veux pas que la fin me gâche trop l'œuvre. Je vais juste faire croire que je me souviens pas trop de la fin et je le mettrai en 1, du coup. Donc, je vais faire dernier, le 6e et le 4e. Ok. Moi, c'est en 3, le Trône de Fer, donc le tome 1. En 2, l'âme de l'assassin, donc le tome 3. Ok, trop bien. Et en premier, l'Empire des Tempêtes. Ouais, je comprends. Ok, il est trop cool ton classement. Je trouve qu'il est hyper différent du coup de mien. En fait, le Royaume des Cendres, j'étais... Enfin, tout du long, tu le sais, il y a des passages où tu te dis « Ah, c'est chiant, c'est chiant, Ouais, c'est chiant ». Et en fait, t'as été saoulée alors que moi, il j'ai m'a pas plus ressenti ça. saoulé ce chapitre-là, enfin ce tome-là, que les autres tomes où vraiment... Même la Tour de l'Aube, j'ai été hypée du début à la fin, alors que je voulais pas le lire, c'est celui-là. vrai. Donc vraiment, juste pour ça, juste parce que je l'ai trouvé moins bien que la Tour de l'Aube, il n'est pas du tout dans mon classement. Cool. Et comme je te dis, hein, le tome 1 et le tome 3, pour moi, il pose les bases. Il pose l'univers. Et il pose vraiment les bases et on comprend qui est Lynn / Selena. Et c'est ce qui fait que l'histoire elle peut être créée aussi, qu'elle peut avancer. Et du coup, tout le déroulé qui apparaît effectivement dans le tome Empire des Tempêtes, où t'as tout le monde qui pop et ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là. Ouais, ça, l'Empire des Tempêtes, c'est vraiment la réunification où tout ce qu'on a vu avant, mais ils sont tous dans un seul livre, sauf Cole qui est dans son propre livre, mais sinon on a tout le monde. Donc en fait, ça, c'est trop fou. Ce que j'ai surkiffé sur le tome 3, c'est le fait qu'elle pense à créer plein de petites histoires qui, mine de rien, ont l'air pas terribles, genre prises les unes en dehors des autres, mais que quand tu vas creuser, tu dis waouh, en fait, ce qu'elle a fait sur ce tome, c'est fou. C'est juste fou. Ouais, c'est comment dire, la solution à tout ce qui s'est passé en fait avant, c'est dans ce tome-là. Ouais, c'est ça. Qu'on a tout qui se met en place en fait, avec tout ce qu'elle a créé avant. Ouais. Et c'est pour ça que ce tome, pour moi, c'est place numéro 2. Ouais, obligé. Je comprends, il est trop numéro 1. Non, Empire des Tempêtes.
Empire des Tempêtes. Non, là, je parle du tome 3. Ah, tome 3. Ah oui, tome 3. Non, tome 1, 3e place. Tome 3, 2e place. Oui. Tome Empire des Tempêtes, parce que je ne sais plus quel numéro c'est. 1re place. Mais dans les commentaires, faites-nous aussi votre classement, parce que je suis trop curieuse, parce qu'il y a Donnez-nous notre tout le tome monde 3. qui doivent avoir des classements différents, à mon avis. C'est tellement de livres et ils sont quand même tous bien, donc je pense qu'il doit y en avoir un peu pour tous les goûts. C'est clair. Bah, si vous avez fini du coup la saga TOG, J'espère que vous l'avez fini, parce que sinon on a tout spoilé. dites-nous aussi ce que vous en avez pensé et si aussi ça peut... Bon, forcément, vous a spoilé la fin et les moments marquants de la fin, mais... J'espère que normalement, vous avez compris au tout début qu'il fallait avoir lu toute la saga pour regarder notre débrief. Mais dans tous les cas, dites-nous, donnez-nous votre avis, ça nous ferait plaisir de le lire. Et pensez à vous abonner aussi, ça nous soutient énormément sur les projections à venir. Sachant que je pense que d'ici là, on aura sorti le vlog et on aura sorti l'épisode spécial aussi, interview auteur. Même si le son, c'est pas terrible. et puis voilà, on vous souhaite une excellente soirée, journée. Abonnez-vous aussi sur Spotify, mettez 5 étoiles. Oui. Et bonne lecture. Bonne lecture.